Je me considère plus comme entrepreneur, genre je kiffe créer des projets, les développer. Je trouve ça hyper responsabilisant parce que je me dis que toutes mes actions, elles ont un impact sur mes activités. Donc je suis le seul responsable. Il n'y a pas qu'une voie possible. Il y a aussi la voie de pouvoir se développer plus à l'ancienne, sans injecter de capitaux extérieurs, en réinvestissant les bénéfices. Comment on fait pour être pris au sérieux en ayant 24 ans, en venant toquer à la porte d'une banque en disant « j'ai créé une entreprise alors que je suis encore étudiant et je vais vous accompagner ». Première question, combien ça gagne? Nous on tourne autour des 30K par mois. J'avais vécu 6 mois à Montréal, j'ai été à une conf où il y avait Barack Obama. Et le ticket je crois c'était 400K. Mais ouais, 400K pour une demi-heure. En même temps, il n'y a rien qui peut générer 400K de valeur en une demi-heure, ouais, exact. À part quel que soit le mec en face. J'étais en relation avec des mecs qui avaient déjà créé des agences qui allaient rapidement, genre des 50K par mois assez rapidement, 100K par mois assez rapidement. Donc en gros, j'ai pas pris un gros risque de créer une agence marketing digital. C'était la suite logique. Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode de Money Talk, le podcast business et mindset. Alors aujourd'hui, comme d'habitude, on a Manuel Ravi avec nous. Salut Manuel. Salut Elias. Et on a avec nous notre invité du jour, Nicolas Domnesque. Salut. Salut Elias. Enchanté. Bienvenue sur Money Talk. Alors aujourd'hui, tu vas nous parler de ta vie, de tes projets, de ton business. Alors, tu peux commencer par te présenter ? Yes, avec plaisir. Donc je m'appelle Nicolas, donc j'ai 24 ans. Actuellement, donc, je suis entrepreneur, créateur de contenu et toujours étudiant à HEC Paris. Donc, pour dérouler de comment je suis arrivé à être entrepreneur, créateur, de base, quand j'avais 15-16 ans, j'ai vu le film The Big Short et j'ai eu un déclic. Je me suis dit, j'ai envie de faire de la finance, tu vois. Et après, j'ai fait mes études à Paris Dauphine parce que je savais que c'était une université qui plaçait bien pour faire de la finance. Donc, j'ai fait ça. Au fur et à mesure des années, on m'a beaucoup parlé des lignes métiers qui me faisaient rêver, genre M&A, PE, LBO, tout ça. Et après, je suis rentré en master finance et ces lignes métiers, c'était un peu plus concrètes. J'ai fait des stages en banque d'affaires. Cool. Et là, ce que j'ai fait, c'était pas du tout ce que je m'imaginais, c'était très chiant. Et je me suis rendu compte que ce que je trouvais cool de la finance, ça aurait été dans 10-15 ans. Et du coup, à ce moment-là, je me suis mis à entreprendre parce que j'ai pas trop kiffé la finance banque d'affaires. Et je me suis mis à créer du contenu sur les réseaux sociaux. Donc sur TikTok, en parlant d'éducation financière, parce que c'est un thème que je kiffais. Donc ça, je l'ai poncé. Je l'ai fait genre 3 vidéos par jour au début. Wow. Ça prenait pas. Après, je suis passé à 10. Donc j'ai vraiment forcé l'algorithme pour que ça prenne. Et après, j'ai continué TikTok, Insta, YouTube. Et actuellement, du coup, j'ai une communauté d'1 million de personnes qui me suivent en parlant d'éducation financière. Et depuis début 2022, j'ai créé une agence dans laquelle on accompagne banques, assurances, fintech sur les réseaux sociaux. Et donc voilà, j'ai fait mes études à Paris Dauphine et maintenant je suis à HEC en dernière année. Moi, j'ai une question sur les banques d'affaires. T'étais dans quelle banque et tu faisais quoi comme mission ? Parce que moi, l'image que j'ai pour avoir bossé sur notre dossier avec des banques d'affaires, c'est que ça a l'air hyper intéressant et enrichissant parce que tu découvres des dossiers différents, quoi. Après, ça dépend, j'imagine, de ce que tu fais. Mais qu'est-ce qu'ils t'ont fait faire et c'était quoi la banque ? Ouais, en fait, du coup, je les ai fait en stage. Donc, les missions que tu fais en tant que stagiaire, elles sont pas aussi kiffantes que ce que tu peux faire en analyste, asso ou VP. Et j'étais chez qui ? J'étais chez BBVA à Paris, donc banque espagnole, et chez la Société Générale de la Défense. BBVA, c'était coverage. Donc, qu'est-ce que tu fais en coverage ? Tu fais le lien entre les senior bankers et la relationship manager, en gros les commerciaux de la banque, et les lignes métiers, donc M&A, DCM, ECM. Et tes missions, tu fais quoi ? Tu fais de la presse, donc tu bouffes du PowerPoint tu bouffes du PowerPoint, tu fais beaucoup d'Excel. Pour ça, ils sont forts. Ouais, et maintenant, tu es hyper rigoureux et méticuleux dans les tâches que tu dois faire. Donc, voilà. Et SG, c'est à peu près pareil, un peu plus orienté M&A, mais au final, les missions, c'est les mêmes. Genre, tu fais de la presse, des recherches, un peu d'Excel. Tu te fais des gros horaires pour des trucs. En gros, tu fais des grosses missions et les mecs qui t'ont demandé les trucs, souvent, ils n'utilisent même pas. Donc, c'est un peu abrutissant. Qu'est-ce que tu aurais aimé faire en finance ? En fait, ma frustration de la finance, c'était ce que je faisais. Déjà, c'était hyper segmenté. En gros, ce que je faisais, c'était une petite chose qui avait peu de valeur ajoutée. Et les trucs qui avaient vraiment l'impact, c'était les senior bankers qui étaient en relation avec le client et qui avaient un impact sur les deals. Bref, quand tu es stagiaire, c'est normal que tu le fasses pas. Mais en gros, que tu sois plus en lien avec le client, alors que quand tu es stagiaire, tu fais que de la presse. Et je trouvais que c'était pas très stimulant intellectuellement. Genre, tu fais des grosses études, tu bouffes de l'analyse financière dans tous les sens. Et ce que tu fais, c'est juste de la presse. Donc, pas très stimulant intellectuellement et pas très fun. Est-ce que tu peux nous parler de ta transition ? Parce que moi, j'ai aussi entrepris pendant mes études à l'époque. Et ça m'intéresse de savoir comment tu passes de j'étudie à Dauphine ou quel que soit l'endroit à je me lance. C'est quoi
le point où tu te lances un peu peut-être par hasard ou pas? Est-ce que tu avais déjà l'idée que ça puisse marcher aussi bien? Et puis après, on parlera peut-être du reste aussi. Ouais, en gros, en fait, comme je vous l'ai dit au début, vers mes 15-16 ans, j'ai eu le déclic, c'est la finance, c'est la verticale que je veux faire toute ma vie. Donc au début, j'avais pas trop d'infos, donc je voulais faire la finance traditionnelle. J'ai fait de la banque d'affaires, ça m'a pas plu. Et là, je me suis dit, bon, finance traditionnelle, c'est pas trop mon truc. On va tester l'entrepreneuriat, genre créer des projets. C'est un truc que j'avais envie de faire plus petit. Et j'ai testé avec la création de contenu. Et aussi, une chose à ajouter, c'est qu'avant, il y a un an avant, donc quand on était en 2019-2020, j'ai déjà créé une première boîte. On faisait du e-commerce, on vendait des box par abonnement de vêtements streetwear. Ça n'avait pas marché, on a dû liquider la boîte. Ça, c'était une épreuve pas facile. Mais genre, en gros, à la fin de cette boîte, on avait remarqué que faire des vidéos sur TikTok pour avoir du trafic pas cher, ça marchait bien. Du coup, on a liquidé la boîte. Et après, j'ai fait mes stages de banque d'affaires et je suis passé sur la création de contenu parce que j'avais déjà créé une boîte avant et je m'étais rendu compte que TikTok, c'était assez cool. Ok. Et qu'est-ce qui t'a amené à Wiz? Wiz, j'ai créé beaucoup de contenu en perso. J'avais des contacts pour de l'influence avec les CMO des boîtes, genre, parce qu'ils voulaient faire l'influence avec moi. Je m'étais rendu compte qu'en parlant avec eux, ils étaient pas bons sur création de contenu, eux, sur leur page, et faire de l'acquisition client. Et du coup, ça, je savais de l'intérieur. Et aussi, j'étais en relation avec des mecs qui avaient déjà créé des agences et qu'ils avaient scale rapidement, genre des 50K par mois assez rapidement, 100K par mois assez rapidement. Et en gros, pour moi, c'était un peu la suite logique. Je savais créer du contenu, j'étais bon en marketing digital, j'avais les contacts, je connaissais des mecs qui avaient déjà fait ça. Donc en gros, j'ai pas pris un gros risque de créer une agence de marketing digital. C'était la suite logique. D'accord. Donc tu avais déjà une bonne base en finance, puis après tu t'es spécialisé en marketing. En fait, tu savais déjà quoi faire ou t'avais fait des études par rapport à ça ou c'est vraiment inné? En gros, finance, j'ai fait des études sur ça. Okay. Marketing digital, j'ai appris sur le tas. Et j'ai appris sur le tas en faisant, en parlant avec des gars. Et création de contenu, c'était un peu opportuniste parce que j'ai senti que ça marchait bien avec TikTok. Après, l'agence, je me suis dit, il y a un truc à faire. Et maintenant, ma vision, c'est j'ai envie de construire pas mal de boîtes, brique par brique, bootstrap. C'est un peu ma vision des choses maintenant. Qu'est-ce que ça veut dire bootstrap? Parce que ça te semble évident, moi aussi, mais moi non. Qu'est-ce que ça veut dire bootstrap déjà? Ouais, bootstrap, c'est un terme de... Genre, si je le dis comme ça peut faire un peu le connard de start-upper. Mais bootstrap, c'est quand tu crées une boîte sans levée de fonds, sans financement externe, et tu la développes sans levée de fonds. En fonds propres. Ouais. Au contraire, moi, je trouve ça intéressant parce que bon, nous, notre groupe, il est bootstrap, entre guillemets. Et ça montre qu'il y a une autre voie. C'est-à-dire qu'à un moment, on était sur le tout levé. Les levées de fonds, ça peut être intéressant, hein, je ne dis pas. Ça peut permettre d'aller plus vite, mais il n'y a pas qu'une voie possible. Il y a aussi la voie de pouvoir se développer avec plus à l'ancienne, sans lever, sans injecter de capitaux extérieurs, en réinvestissant les bénéfices. Mais je pense que ça dépend du business model. Genre, si tu as un produit tech ou deep tech, genre, il te faut du cash pour développer le produit. Si tu fais du service ou tu utilises que des outils no-code, genre, je pense pas que tu aies forcément besoin de lever des fonds. Ouais. C'est peut-être mieux, mais tu peux faire sans. Ok. Et dis-moi, toi, tu te considères plus comme un expert de la finance et du marketing digital ou plus comme un entrepreneur? Maintenant, je me considère plus comme entrepreneur. Genre, je kiffe créer des projets, les développer. Je trouve ça hyper responsabilisant parce que je me dis que toutes mes actions plutôt, elles ont un impact négatif ou positif sur mes activités. Donc, je suis le seul responsable. Et tu rencontres des gens incroyables. Tu as pas mal d'opportunités qui arrivent. Donc, plus entrepreneur et après financier. Parce que c'est la verticale que je kiffe. Je trouve ça hyper stimulant intellectuellement. Alors que l'entrepreneuriat, quand tu débutes, c'est assez bourrin. Genre, faut faire la même chose plein de fois pour que ça marche. Et financier, je trouve ça un peu plus stimulant intellectuellement. Et voilà, et après, le marketing digital, c'est une thématique que j'aime bien aussi. Mais je la vois plus comme un moyen d'accélérer l'entrepreneuriat. Ok. Et dans la vie, qu'est-ce qui te passionne? En vrai, j'ai pas mal de casquettes en ce moment. Genre, je suis étudiant à HEC, je suis créateur de contenu, j'ai une agence et j'ai un autre projet en parallèle qu'on peut-être on abordera plus. T'as du temps pour des passions? Exact. Et en gros, je kiffe apprendre. Genre, je trouve que j'ai pas mal de choses à faire du coup. Avec le peu de temps que j'ai, j'aime bien l'optimiser et apprendre de nouvelles compétences. Genre apprendre de nouvelles langues, apprendre des skills pour le business. Et après, je trouve le sport, ça m'a pas mal aidé à avoir cette discipline militaire et à faire plein de choses. Et un sport que j'ai fait à bon niveau, c'était du badminton. J'avais fait niveau France jeune. Genre. Ok. Voilà. C'est vrai que moi, je vois souvent le lien avec le sport. Hein. Moi, j'ai fait du sport aussi. En fait, le sport t'apprend, comme tu dis, cette discipline, à ne pas abandonner aussi. Même quand tu arrives à ta limite, à aller plus loin, surtout si tu le fais au niveau, et quel que soit le sport, ça apporte beaucoup. Moi, j'ai une question. Quand on a 24 ans et qu'on crée une agence de marketing et qu'on veut
adresser des grands comptes, puisque c'est ce que tu disais, des banques ou d'autres trucs. Comment on fait pour être pris au sérieux en ayant 24 ans, en venant toquer à la porte d'une banque en disant « j'ai créé une entreprise alors que je suis encore étudiant et je vais vous accompagner ». Comment ça marche sur le premier client? Ton premier client ne sera pas une banque ou une assurance. Genre, tu dois faire étape par étape. Si tu commences par une banque ou une assurance, soit tu as un coup de chance, soit tu as du réseau. Mais si tu n'as pas l'expérience, la prestation que tu vas délivrer va être naze. Ah. Du coup, tu vas être cramé. Et donc, je pense que c'est mieux de faire brique par brique. En gros, nous, comment on a fait, c'est avec des fintechs, donc des plus petits tickets. On s'est fait la main comme ça. On a pris pas mal de clients, on a fait grossir l'agence. Et au bout d'un moment, on a été en relation avec LCL, je sais plus trop comment. Mais en gros, il y a eu un appel d'offres. On a fait une presta. On avait des bonnes études de cas parce qu'on l'avait fait avec des plus petits acteurs. Et après, on a remporté le deal. Mais en gros, je pense qu'il faut le faire brique par brique. L'âge, en soi, ils s'en foutent. Tant que tu apportes des résultats et qu'ils se disent j'ai plus à gagner avec lui qu'avec un autre, ils s'en foutent. Donc, études de cas et brique par brique. Comment ça se passe sur le contrat? Ça m'intéresse beaucoup, cet aspect-là. Tu vois un appel d'offres LCL, c'est toi qui as géré ça ou c'est quelqu'un de ton équipe? Déjà sur ce point précis. Le côté appel d'offres. En gros, dans mon équipe, moi, je suis plus la personne qui va faire le commercial. Okay. Et reste de mon équipe, c'est le côté opérationnel. Okay. Donc, c'est archi divisé. Et du coup, toute la partie vente commerciale, c'était moi. Parce que ça dure combien de temps l'appel d'offres? Par quelles étapes tu passes? Tu vois, moi, là, c'est de la curiosité entrepreneuriale. Et quand ils te valident le truc, qu'est-ce que tu ressens? Moi, c'est ça qui m'intéresse, c'est qu'on soit au cœur, tu vois, d'un projet, peu importe le projet, que vous avez pu gagner en appel d'offres, par exemple, avec une banque. Ça, ouais. En gros, du coup, déjà, qu'est-ce que c'était? C'était sur TikTok, une campagne genre jeunes actifs. Okay. En gros, adresser les jeunes actifs sur TikTok avec du contenu vidéo. Comment ça s'est fait? En gros, ça dure pas mal de temps, parce qu'il n'était pas le seul à vouloir la presta. C'est une belle presta. Et du coup, donc, déjà, il faut avoir le contact. Je sais plus trop comment on l'avait eu, mais on l'avait eu. Je crois que je connaissais quelqu'un qui avait le contact, genre comme ça. Et voilà. Et ensuite, donc, tu as un premier call où eux, ils te disent un peu leurs besoins, tu essaies de sonder ce qui est possible, ce qui n'est pas possible. Genre, tu vas à la pêche aux infos à fond. Et ensuite, tu arrives, au bout de plusieurs calls, à faire une proposition de projet. Okay. T'affines pas. Et au final, à la fin, au bout de quelques calls, tu arrives avec une offre et que tu leur proposes. Ouais. Et ensuite, tu attends quelques semaines qu'ils fassent le tour des autres prestataires et qu'ils valident en interne. Ça se passe ou ça passe pas. Nous, heureusement, c'est passé. Et du coup, c'était un bon moment. C'était un gros client. On s'est dit, si ça passe avec lui, peut-être on peut faire de plus belles choses après. Ouais. Mais c'est assez long. Et en plus, les gros comptes, les corpos, ils sont pas très réactifs. Tu vois. Quand tu as fait avec des entrepreneurs, c'est du temps long. Ça va, c'est rapide. Quand c'est avec des grands comptes, il faut être patient. Ouais. Donc tu disais sur ce côté appel d'offres, ça prend donc plusieurs semaines sur lesquelles tu passes du temps avec ton équipe à bosser sur un truc. Est-ce que tu te dis à un moment que peut-être tu prends un risque de perdre ton temps et d'avoir travaillé pour rien, ou est-ce que tu te dis que c'est un apprentissage? Comment tu envisages ça, toi, en termes d'état d'esprit? Parce que je pense que ce qui est compliqué quand on est notamment sur les premiers appels d'offres qu'on n'en a pas encore gagné, on est sur du grand compte. Moi, j'ai fait des trucs avec des grands comptes, c'est du temps long, c'est un enfer. Tu passes par des process, etc. Et tu pourrais te dire, à court terme, j'ai peut-être plus à gagner sur les petites boîtes que j'adresse aujourd'hui que sur Comment vous avez envisagé ça? Ouais. En gros, on s'est dit, on a tout à gagner, rien à perdre. Au pire, si ça passe pas, on aura vu ce que c'est un process de grand compte. Et tôt ou tard, il y aura un autre grand compte qui va venir à nous, qu'on va venir à lui, et on saura mieux comment l'adresser. Donc, on l'a vu plus comme un moyen d'apprentissage. Et après, on s'est dit, on n'a rien à perdre. Soit on peut prendre une grosse presta. Au pire, si ça passe pas, on aura toujours nos autres clients, la boîte tourne, donc on n'a rien à perdre. Et je pense que le truc le plus dur, c'est juste t'es dans le flou tout le temps. Genre, c'est long, ils mettent du temps à répondre. Alors que nous, on bossait qu'avec des boîtes, des startups où c'est rapide. Genre. Si tu sens que ça passe pas, genre si ça passe pas, tu le sais rapidement, t'es pas dans le flou. Là, ce qui était dur avec les grands comptes, c'est t'es dans le flou. Genre. Et quand ils te valident ta presta, où t'es à ce moment-là? Qu'est-ce qui se passe avec la team quand ils te disent, ça y est, c'est vous, quoi? Déjà. Moi, je suis un mec assez stoïque, tu vois. Je vais pas fêter à fond. Donc, j'étais content, mais on n'a pas fait la grande fête non plus. Comment ça s'est passé? Donc, j'étais avec mon associé. Du coup, on a reçu un mail que c'était good. Après, on a fait un call avec eux pour voir comment on faisait l'onboarding. Tu prends un bel compte, ça c'est stylé. Ouais. Voilà, mais j'étais assez stoïque. Et après, rapidement, t'as l'émotion t'as le deal, mais après, il faut faire la prestation. Faut délivrer. Ouais. Parce que ça, c'est ce que moi je vois souvent dans l'entrepreneuriat, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui font beaucoup de promesses
Et c'est normal, tu dois promettre au début quelque chose que tu n'as peut-être jamais fait. Par définition, quand tu démarres, et là pour tous les gens qui nous écoutent, qui veulent se lancer, il faut vendre à un moment, mais après, il y a un moment où il faut aussi surtout pas négliger, comme tu disais, l'onboarding et délivrer de la valeur. Sinon, tout s'arrête, quoi. Ouais, carrément. Genre, quand t'es entrepreneur, tu dois vendre. Tu dois être bon vendeur, tu dois vendre un peu du rêve sans trop le faire. Mais après, si ta presta elle est naze, tu te crames, quoi. Donc, faut assurer. Ok. C'est vrai, il faut assurer après. Très important. Moi, je voulais rebondir un peu sur un sujet d'actu avec l'IA. Ouais. Avec ta société, donc tu fais du marketing digital pour des boîtes. Yes. Et comment est-ce que tu vois l'impact de l'IA et des nouvelles technologies en général sur le marketing digital? Est-ce que tu penses que ça pourrait remplacer certains aspects de ton métier ou même le faire évoluer? Je pense que genre l'IA, soit tu l'utilises, soit tu l'as subi. Genre, je me dis, je suis un entrepreneur, il faut utiliser les ressources que tu as à disposition. Donc, je préfère l'utiliser. Et ensuite, en fait, le truc avec l'IA, je trouve qu'il y a tellement de nouveaux outils qui sortent dans tous les sens que le point qui est dur, c'est de choisir lequel, pour quelle problématique. C'est ça qui est vraiment dur, je trouve. Donc, certes, tu as ChatGPT qui est cool, mais c'est pas mal du copywriting ou recherche d'infos. Mais après, pour des problématiques précises dans une boîte, comment tu fluidifies les process, comment tu améliores telle action, genre, ce qui est dur, c'est vraiment lequel, pourquoi. D'accord. Et du coup, tu prends beaucoup de temps, tu testes des trucs qui servent à rien. Et je pense que c'est par itération. Et du coup, pour rebondir sur ta question, nous, on l'utilise à fond, mais je pense pas assez encore. Et qu'est-ce que tu utilises comme outil? Ça, c'est plus mon associé qui gère au côté opérationnel. Mais en gros, nous, on fait pas mal de vidéos. Donc déjà, au niveau des sous-titres, tu as plein d'outils qui te les font rapidement. Sur le pack Adobe, tu as plein d'intégrations Adobe qui te permettent de cutter rapidement. De faire les claps rapidement. Genre, c'est pas moi qui fais le côté opérationnel, mais je sais que mon associé m'en a parlé. T'as plein de trucs, ce qui fait gagner un temps fou. Et voilà. Après, il y en a plein d'autres que j'ai pas en tête. Moi, c'est ce que je pense avec l'IA, c'est que on vit la même chose. En fait, quand t'es entrepreneur et que t'as déjà géré tes clients, ton commercial, tes équipes, etc., t'as pas énormément de temps. Et c'est ce qui est compliqué parce que tu sais qu'il faut t'intéresser à l'IA pour tester les nouveaux outils et les déployer, mais en fait, t'as pas forcément le temps de le faire. Ça, c'est ce qu'on vit tous, j'ai l'impression, tu vois. Et en plus de ça, on voit passer, notamment sur Instagram, quand tu suis certains comptes de personnes qui s'intéressent à l'IA, ils te balancent des nouveaux outils tous les jours, et tu te dis, mais est-ce que c'est cet outil-là que je dois tester? Donc tu regardes vite fait la vidéo, tu te dis, putain, ça a l'air trop cool. Et en même temps, c'est peut-être juste un outil qui démarre avec une belle promesse, et c'est compliqué. Et en parallèle, comme tu l'as dit, tu as aussi toutes les grosses boîtes, notamment Adobe, qui vont intégrer de l'IA au sein des logiciels existants. Et ça, en tout cas, c'est backtesté. En général, ils font les choses bien, donc ça fait gagner du temps. Donc je suis d'accord avec toi que ça fait gagner du temps déjà sur le montage. Il y a des métiers qui vont être révolutionnés. Ouais. Et on ne peut pas se dire je ne veux pas d'IA. Parce que le cimetière est plein de gens qui ne voulaient pas passer à l'ordinateur à l'époque. Le cimetière de business, bien évidemment. Et on est dans la même chose. C'est soit tu l'acceptes et tu l'adoptes et tu vas aller plus loin sur la productivité, soit tu le refuses et tu vas péricliter, quoi. Moi, j'ai une question pour toi. Dans ta boîte d'IMO, genre, est-ce que tu as intégré l'IA? Et si oui, sur quel segment? Sur quoi? Alors, on a intégré l'IA par métier, tu vois, exactement comme toi. C'est-à-dire, on utilise des trucs sur le sous-titrage, on utilise, je crois que c'est Submagic, on utilise plein de trucs d'IA, mais par métier. Et après, les gens utilisent un petit peu de ChatGPT pour de la correction d'orthographe, quand on doit traduire un mail en anglais, le faire relire, des choses comme ça, mais ça reste poussif. On n'utilise pas de l'IA qu'on aurait développé sur mesure. Après, on utilise parfois des outils qui eux-mêmes utilisent de l'IA. Tu vois. Ok. Voilà. Je sais pas si ça répond à ta question, mais j'aimerais aller plus loin. Et d'ailleurs, je vais faire un clin d'œil à un entrepreneur que j'apprécie, qui s'appelle, c'est deux frères en fait, les frères Pavanello, qui ont créé Mister IA. Okay. Et eux, ils équipent justement en consulting des boîtes d'IMO et même des boîtes, ça va jusqu'à la mairie de Paris. Là, ils sont en train de travailler sur un truc. Alors, je sais pas si je dois te parler de ça, mais je vais quand même en parler. Ils travaillent sur un projet pour les réseaux sociaux pour la mairie de Paris qui a fait l'appel à eux sur une mission d'IA. Des missions variées, je rentrerai pas plus dans le détail parce que je suis pas sûr qu'ils veuillent en parler comme ça, mais tu vois, ils ont lancé cette boîte et ils adressent un besoin en France et en Suisse d'entreprises qui veulent moderniser des grands groupes justement leur gestion de l'IA et l'intégration de l'IA. Et je pense que des boîtes comme ça, il va en avoir besoin, quoi. En gros, c'est automatisation des process via des IA, c'est ça? Ouais, c'est du consulting, de la stratégie au sein des entreprises pour déployer l'IA au service justement des différents métiers sur toutes les verticales. Et je pense que ça, c'est hyper intéressant. Ouais, je pense qu'il y a en business model, je le vois comme un business model d'agence consulting. C'est ça. Je pense que tu as un gros... Genre, si tu es un jeune de 18 ans, que tu es curieux, je pense que c'est une belle niche à adresser, ça.
Je suis d'accord. Et à terme, ou même actuellement, tu penses que l'IA peut remplacer des aspects de ton métier? Ou même remplacer ton métier, vu que c'est du marketing digital, il y a beaucoup d'IA qui sont dans le marketing digital. Ouais, il y en a. En finance. Hein. Ouais, il y en a plein. Déjà, ce premier volet sur marketing digital, déjà, il y en a pas mal qui ont déjà été remplacés. Genre, avant, tu faisais les sous-titres à la mano. Genre, tu avais peut-être des outils qui te permettaient que ça transforme le son en texte, mais il fallait repasser partout. Là, tu as pas mal d'outils, genre Submagic, comme tu as dit. Ça te fait genre quasiment tout. Donc, ça te fait gagner beaucoup de temps. Ouais. Et ça, c'est cool. Après, il y en a plein d'autres. Donc, oui, dans le marketing digital, je pense que ça a déjà remplacé des métiers. Les métiers que tu vas garder, c'est comme partout, c'est les métiers à haute valeur ajoutée. Et c'est les métiers où tu as un contact humain. Ça, je pense pas que tu vas le remplacer. Et ensuite, dans la finance, c'est beaucoup plus lourd. Genre, quand tu es une agence, quand tu fais du marketing digital, tu es une petite structure, tu es assez flexible. Ouais. Quand tu es une banque, tu as des grosses bases de données, c'était lourd. Je sais que les fonds, ils commencent à creuser la question. Les banques, pas trop. Après, ça dépend de chaque structure. Après, si tu regardes la bourse, je crois que c'est 90% des échanges sur les marchés qui sont réalisés par des algorithmes et des robots, déjà. Ouais. Quelque chose comme ça, hein. Je ne sais plus la stat, mais je crois que c'est 90% des échanges financiers sur les marchés boursiers qui sont en réalité des échanges automatisés avec des algos et des bots. Donc en fait, ça a déjà commencé. Ça ne s'appelle pas forcément IA, c'est des algos, mais des algos tellement poussés que c'est la même chose. Il y a une fusion entre les deux à un certain niveau. Moi, ce que je pense, c'est que pour tous les gens qui nous écoutent, qui sont peut-être plus ou moins jeunes entrepreneurs, il faut arriver à dompter l'IA dans chaque métier. Je prends l'exemple, un monteur vidéo. C'est ce que je dis, nous, à nos monteurs vidéo. On a besoin des monteurs vidéo pour avoir la bonne vision, pour faire des montages plus complexes, etc. Mais en revanche, il y a des choses comme les sous-titres. Il n'y a pas d'intérêt à taper des sous-titres et à les insérer sur des vidéos. Il n'y a plus d'intérêt aujourd'hui. Donc, celui qui se dit, je reste dans mon métier pépère, aujourd'hui, je fais du sous-titre en mode production sans réfléchir et je fais que ça, bah oui, son métier est condamné. Donc, celui qui veut évoluer, qui se dit, je vais être finalement un super monteur vidéo et le meilleur parce que je vais être augmenté par l'IA, entre guillemets, parce que j'arrive à dompter l'outil. Là, il peut faire des trucs de fou, il peut produire peut-être 2-3 fois plus vite, sans travailler 2-3 fois plus, et apporter de la valeur vraiment sur son... Mais ce qui est un petit peu dur, je trouve, c'est qu'il va y avoir un gap, à mon sens, énorme dans tous les métiers entre les très bons et les gens qui finalement n'apportent que peu ou pas de valeur, qui vont disparaître. Je m'explique, si tu es un monteur vidéo, que tu as, désolé de dire ça, mais aucun talent, et que tu faisais que de la prod pure, en mode petite main, bah oui, ton métier va être remplacé. Si tu es un monteur vidéo qui arrive à avoir une vision, qui se forme, parce que la vision, elle se travaille, hein, et être bon, on n'est pas forcément bon, on peut aussi s'améliorer. Ça, c'est le message d'espoir que je vais envoyer. Voilà, dans tous les métiers, si on est curieux et qu'on veut s'améliorer, bah là, avec l'IA, on va déléguer à l'IA les petites tâches répétitives, et on va se concentrer sur la valeur ajoutée. Et là, on va pouvoir gagner plus d'argent dans son travail et apporter plus de valeur à ses clients, ou plutôt apporter plus de valeur et donc gagner plus d'argent. Ouais, je suis d'accord. Si tu n'arrives pas à dompter l'IA, comme tu as dit, ou avoir une vision, genre, tu serais une commodité. Genre, ton seul élément différenciant, c'est avoir un prix bas. Ouais. Du coup, à long terme, tu es cuit. Et donc, si tu arrives à augmenter ta qualité, avoir une vision, genre là, tu pourras différencier des autres, avoir un prix élevé. Et c'est là que tu feras une différence et tu vas pouvoir prendre des grosses parts de marché. Exactement. Et ce qui est hyper intéressant, tu vois, quand tu crées une boîte, c'est que si tu réfléchis à une bonne orga, quel que soit le métier, je pense, tu as tes salariés à forte valeur ajoutée dans des pays où la main-d'œuvre coûte cher, comme la France, les US, des pays comme ça. Donc là, il faut vraiment que tu te concentres sur des gens qui apportent beaucoup de valeur parce que leur rémunération est hyper coûteuse. Tu vois. Ensuite, tu vas avoir du offshoring, donc tu vas pouvoir faire des tâches déléguées peut-être plus petites dans des pays comme l'Inde, comme certains pays d'Afrique, comme Madagascar, etc. Et ensuite, tu vas rajouter la couche IA. Et je pense que la couche IA va peut-être plus menacer malheureusement la main-d'œuvre à bas coût. Ouais. Les pauvres, et quand je dis les pauvres, je ne parle pas d'argent, hein, je me dis les pauvres parce qu'ils ont déjà potentiellement des problématiques qui ne sont pas évidentes dans les pays en voie de développement. Je ne sais pas si on dit encore des choses comme ça, des pays émergents. Et donc avec des rémunérations plus basses et des problématiques plus complexes. Et c'est eux, s'ils ne sont pas capables de se remettre en question, qui vont, à mon sens, être les premiers menacés. Tu vois. Et dans les pays développés, on parlait des banques, je pense effectivement qu'il y a beaucoup de métiers qui vont disparaître parce que la main-d'œuvre en France coûte cher. On a encore des grands groupes qui emploient des gens qui coûtent cher. La moindre personne dans les banques, enfin le moindre employé de banque qui ne fait pas partie des gens qui apportent le plus de valeur, mais qui est un peu des ouvriers de la finance, comme je les appelle, il peut se faire disrupter demain par de l'IA. Et le moindre ouvrier de la finance
qui a un job, pas forcément où il apporte énormément de valeur aujourd'hui, il va coûter à la banque 50, 60 K par an chargé sur des petits salaires. Et tu te dis, bah oui, si tu dis à la banque demain, tu arrives avec une solution, tu dis j'ai une super nouvelle, vous faites disparaître 10 000 emplois sur 500 000, ou même beaucoup plus d'emplois, voilà, bah, la banque va dire oui. Tu vois. Ouais. Je sais pas comment toi tu vois ça d'ailleurs, parce que tu bosses peut-être encore plus sur ces problématiques à travers HEC, c'est intéressant. Tu as une vision où aujourd'hui, en tant qu'étudiant dans la meilleure école de commerce de France, j'imagine vous adressez ces problématiques-là avec une vision moderne. De quoi ils vous parlent par rapport à l'IA? Est-ce que vous en parlez déjà dans les cours? Donc HEC, comment on traite l'IA? En gros, moi je fais le programme entrepreneuriat d'HEC. Okay. Et donc tu as un module, genre tu as un corps de cours qui est généraliste et ensuite tu te spécialises. Moi les specs que j'ai pris c'est FinTech et blockchain. Okay. Et en gros tu as pas mal de specs qui sont liés à l'IA, mais c'est plus l'IA où c'est toi qui vas créer ton IA. Okay. Genre c'est plus des profils tech que des profils business qui vont utiliser des outils IA déjà existants et les incorporer dans une activité. Et je trouve que je sais pas si HEC pousse vraiment le fait d'utiliser des outils déjà existants et de les inclure. Peut-être ils le font, mais je trouve pas assez. Okay. En tout cas, là où ils mettent l'accent, c'est vraiment... on a pas mal de profils tech qui ont fait des belles écoles d'ingé, pas mal de mecs de l'X qui rejoignent HEC. Et en gros, c'est comment eux, ils vont créer des outils IA, tu vois. Ouais. Mais ils mettent pas vraiment l'accent sur utiliser des trucs déjà existants. Alors que c'est une erreur, parce il faut les deux, hein. Il faut des créateurs et il faut... Voilà, mais le déploiement d'outils, c'est ce qui permet à nos entreprises et ce qui permettra demain à nos entreprises en France d'aller plus vite et d'arriver. Les entreprises qui arrivent à utiliser les bons outils, s'adapter plus vite, elles ont des gains de productivité, donc des gains financiers qu'elles peuvent réinvestir pour prendre plus de parts de marché et donc s'étendre, quoi. Donc, ouais, je suis carrément d'accord. Je pense que c'est Mais je pense que ça va venir. Je pense HEC comme toute structure personne morale, ils voient ce qu'il y a bon à gagner et au bout d'un moment, ils vont comprendre que ça, c'est ce qu'il faut faire, ce sera dans leur intérêt, donc ils vont le faire. Mais je pense actuellement, ils font plus le côté créer votre IA et tu vois, la vision d'HEC, même des visions des grosses écoles de commerce, ils sont pas trop bootstrap. Genre en gros, la vision qu'ils inculquent aux élèves qui veulent entreprendre, c'est un peu moins bootstrap, c'est plus... Tu fais une grosse boîte tech, grosse valo, tu lèves beaucoup de fonds et tu vas créer une licorne. Tu vois, genre, il y a notre parent de la promo de HEC là, sur le master entrepreneuriat, c'est Alexandre Pro, qui est le CEO de Conto. Tu vois, c'est ce business model, c'est ce modèle. Grosse tech, grosse levée de fonds, on décolle, on fait une grosse licorne. Et c'est ça qu'ils veulent en vrai. Parce qu'ils veulent la grosse ambition, de la grosse valo. Genre. Sur les business games qu'on faisait en école de commerce, c'était ça, on nous mettait des 4 millions d'euros de budget, des trucs de zinzin. Ouais. Non, mais parce que leur enjeu, il faut comprendre, c'est une entreprise, une école de commerce. Donc l'enjeu de l'école de commerce, c'est quoi? C'est placer ses étudiants, alors hors master entrepreneuriat, placer ses étudiants dans des grands groupes, parce que les grands groupes vont financer demain l'école, et parce que c'est bien de dire, voilà, notre école est là, dans le top management de BNP, elle a placé, le directeur a fait HEC ou une autre école, et au sein de la chaire entrepreneuriat, c'est des boîtes qui rayonnent, et c'est sûr que si tu as... le CEO de Conto ou le fondateur de Conto qui est passé par HEC Entreprendre, c'est magnifique sur le papier, quoi. Puisque tu peux dire, on a dans les licornes françaises telle licorne qui a fait HEC Entrepreneur, donc faites HEC Entrepreneur et vous allez peut-être demain faire partie des licornes. Ouais, clairement. En gros, c'est leur track record, c'est leur CV. Genre, bien sûr. Voici tous les mecs qui sont passés. Je sais pas les chiffres exacts, mais je sais qu'il y a pas mal. C'est le master qui a créé après le plus de licornes. Ouais. Donc, tu vois, ils se vendent pas mal de ça. Et c'est un fait, c'est réel. Mais souvent, c'est des mecs qui ont créé plusieurs boîtes avant, genre plusieurs boîtes après le master, avant de créer cette licorne. Ouais, mais ça, c'est pas grave. Ouais. Attendez, mais licorne, c'est un terme qui existe vraiment ou c'est... Unicorne en anglais, ouais. Ah, ok. Et une licorne, c'est une boîte qui vaut plus d'1 milliard. Ouais. Ok. C'est ça le truc. Donc on parle d'une licorne pour les boîtes qui sont valorisées plus d'1 milliard, ce qui veut dire qu'ils ont levé des fonds. Hier, il y a eu Penny Lane qui est devenue une licorne en France, une nouvelle licorne, parce qu'ils ont fait une levée de fonds de 40 millions sur une valo de plus d'1 milliard. Ok. Avec le fonds DST. Ouais, je l'ai pas suivi, mais sûrement. Ouais, avec le fonds DST que je connais puisqu'il était au capital d'un de nos concurrents, qui a malheureusement fait faillite. Donc c'était un mauvais investissement pour DST, mais ils sont au capital de beaucoup de boîtes et dont Conto, DST d'ailleurs. Voilà, c'est un fonds américain. Tu vois, un truc qui serait intéressant pour les grandes écoles, après on va revenir sur ton parcours parce que c'est ça qui nous intéresse. Un truc qui serait intéressant pour les grandes écoles, peut-être, c'est de dire, d'arriver à mettre en avant des gains de productivité au sein des entreprises, de dire, on a placé nos anciens étudiants, ils le font peut-être, moi je suis pas hyper au fait de ce que font les écoles de co, nos anciens étudiants ont permis de déployer tel projet qui a fait gagner X
dizaines de milliers d'euros ou des parts de marché ou des choses, quoi. Mais c'est plus compliqué à expliquer en 2 mots en marketing que quand tu dis, bah voilà, notre ancien étudiant est le CEO de Conto. Clairement. Voilà. Moi, je voulais parler des stratégies d'investissement dans le marketing. Étant donné que c'est ce que tu fais. Une petite boîte qui veut se lancer, qui n'a pas beaucoup de budget, quelle stratégie de marketing digital tu lui conseilles? Et puis après, je vais te demander pour une grande boîte qui a du budget. Ok. Pour moi, pour adresser cette question, déjà, pour moi, il faut différencier B2C, B2B. Genre, le B2B, je suis un peu moins compétent dessus. Genre, la manière dont j'ai développé mes skills en B2B, c'est pour moi avoir des clients. Genre, j'ai pas eu des clients dont je devais leur trouver des clients en B2B. Genre, c'était moi, avec mon agence, je devais trouver des clients en B2B. Okay. Donc là où je pense que je suis le meilleur, c'est en B2C, parce que c'est la problématique qu'on adresse pour nos clients. Donc ensuite, une fois que... Donc là, je vais parler du sujet B2C, c'est que là où je maîtrise le mieux. Et ensuite, sur le B2C, quand tu es une petite boîte, tu n'as pas trop de sous. En général, donc tu n'as pas de sous, mais tu as du temps. Donc comment tu leverages ton temps pour avoir du trafic, des visiteurs, des utilisateurs. En général, le marketing de contenu, c'est incroyable. Tu essayes d'apporter de la valeur ajoutée sur des réseaux sociaux qui peuvent être les plus viraux possibles. Donc TikTok, Instagram Reels, Facebook, LinkedIn, et t'apportes à fond de la valeur. Et au bout d'un moment, si tu fais ça plein de fois, les gens ils vont t'avoir en tête, et tu vas avoir du trafic qui va être généré, tu seras comme un média, et ce trafic, tu pourras le rediriger sur ta solution. Et c'est un truc que je vois de plus en plus, c'est le personal branding. Il y a plus en plus d'entrepreneurs qui se mettent sur LinkedIn, sur les réseaux sociaux short. Genre Anthony Bourbon, il est archi présent sur LinkedIn, sur les réseaux sociaux short, même avec qui va être mon associé. Bref, il développe sa marque perso. Et après, s'il lance un nouveau projet, les gens vont associer ce nouveau projet à l'image d'Anthony et boum, il va avoir du trafic rapidement. Donc en gros, je dirais, si tu es une petite boîte, tu n'as pas trop de sous, mais tu as du temps, personal branding à fond. Et tu développes ton image perso autour de thématiques et tu deviens l'expert là-dessus. Ça, si tu n'as pas trop de sous. Si tu as plus de sous, et tu essaies toujours de faire du personal branding. Il faut vraiment se vendre comme une personnalité, peut après mener à son projet, c'est ça? Ouais, comme un expert, pas personnalité. Genre, le but, c'est pas d'être un influenceur télé-réalité. Il faut juste apporter beaucoup de valeur. Ok. Et voilà. Et si tu as plus de budget, je dirais toujours personal branding. Moi, ça m'a... Et pour les grosses marques, parce que par exemple, quand tu nous parles d'LCL, ils vont pas mettre en avant je sais même pas d'ailleurs qui est la tête d'LCL, mais du coup, c'est quoi la stratégie? C'est de mettre en avant des humains qui bossent pour LCL ou c'est de la marque, là, en l'occurrence? Ouais, quand c'est du grand compte, c'est plus de la strate notoriété. Et quand tu es une agence, c'est beaucoup plus simple. Quand tu as l'acquisition, il faut tout traquer au détail, c'est beaucoup plus chiant. Quand c'est de la notoriété, c'est le rêve. C'est pas très compliqué. En gros, ce qu'ils veulent, c'est développer l'image de marque et en gros, adresser le segment qu'ils veulent tout en respectant la compliance. C'est les trois trucs sur lesquels il faut faire gaffe. Et en gros, notoriété, donc eux, ils veulent parler aux jeunes de manière cool, en reprenant les codes des réseaux et en parlant un peu de leurs produits. Et donc en soi, c'est pas très compliqué. Genre, tu prends une problématique, tu l'abordes selon les codes des réseaux, tu la diffuses sur les réseaux sociaux et derrière tu mets le budget publicitaire et c'est fini. C'est pas compliqué. Et moi c'est une question sur le personal branding. Je voulais revenir sur la petite structure. Ouais. Admettons, je veux lancer une boîte de vêtements. Comment est-ce qu'on peut se vendre pour être présent sur les réseaux? Ok. Pour moi, en gros, sur les réseaux, en personal branding, tu as 2 leviers. Soit tes modèles éducatifs où tu apportes de la valeur sur une thématique, soit tu vas plus jouer sur l'émotionnel, suis ma vie un peu d'entrepreneur. Et je sais qu'il y a pas mal, j'ai pas les noms en tête, mais je sais qu'il y a pas mal d'entrepreneurs qui ont utilisé ce deuxième levier et qui ont construit des grosses marques comme ça. Mais je dirais plus jouer sur vie ma vie d'entrepreneur, avoir de l'émotion. Je sais pas, toi, tu as déjà vu des entrepreneurs, tu as côtoyé des entrepreneurs qui ont fait ça? Ouais, il y en a pas mal. Nous, on avait fait du personal branding à l'époque avec la chaîne YouTube. Au moment où YouTube avait de l'attraction, c'est plus trop le cas. Ce qui est compliqué, j'ai l'impression, sur les réseaux, c'est que les réseaux qui performent, en fait, ça change. Tu avais Facebook qui performait, ça tombe. Le reach s'effondre. Tu avais YouTube qui marchait, le reach baisse. Ensuite, tu as eu Instagram, le reach baisse. Tu as eu TikTok, et j'ai l'impression, mais tu sais mieux que moi, que le reach baisse en ce moment, non? Donc il va où le reach alors? En fait, le sujet, mais c'est pas mon expertise, mais c'est que les plateformes, elles veulent se rentabiliser. Donc au début, elles laissent beaucoup de contenu gratuit, et après, elles te disent, maintenant, il faut payer, quoi. Et donc, elles commencent à te dire, tu veux des vues, paye. Et comme c'est un système d'enchères, c'est de plus en plus cher. À part peut-être Twitter, vu que les annonceurs sont partis, je me dis qu'il y a peut-être une opportunité. Étant donné En vrai, sur le côté ads, oui. Genre au début, quand tu arrives sur une plateforme et que tu vas aller sur le côté ads, au début, ce sera pas cher pour attirer du monde. Plus il y a de monde, plus ils vont monter les prix. Après, sur le côté organique, pour moi, genre...
si tu apportes de la valeur, ils vont te mettre en avant. Si les gens restent longtemps sur le contenu, tu seras diffusé. Donc en soi, moi, comment je vois les réseaux sociaux, c'est juste apporter le maximum de valeur tout le temps. Ouais. Et il faut juste faire ça, mais beaucoup de fois. Okay. Mais je pense que c'est ce que vous avez fait avec investissement locatif, avec YouTube, non? Ouais, c'est ce qu'on a fait à l'époque. Ouais. Après, on a arrêté depuis 3 ans, donc là, on recommence, mais ouais. Okay. Et sur les réseaux, vous avez percé grâce à YouTube? Disons qu'on avait quand même 15 millions de vues sur une niche de l'investissement locatif pour apprendre aux gens à investir. Nous, en fait, on faisait de l'inbound, c'est-à-dire qu'on apprenait aux gens à investir avec des vidéos assez courtes, entre 5 et 15 minutes, que sur du conseil concret. Et là, on reçoit encore aujourd'hui des messages. Merci, grâce à toi, je me suis lancé tout seul dans mon coin, j'ai investi. J'ai des anecdotes de malade. Hein. Un jour, je reviens de Zanzibar. Je suis à Zanzibar, plus incroyable que ça. Je suis en train de nager avec des dauphins. Donc, il y a 4 bateaux différents, on ne se connaît pas. Quelqu'un fait une vidéo des dauphins et je suis en train de nager avec, quasiment accroché aux dauphins. Et donc là, je remonte sur le bateau et la personne me dit, tu veux la vidéo? Et là, elle me dit, mais attends, t'es Manuel Ravier? Je dis, ouais. Donc je suis à Zanzibar, paumé au milieu de la mer, et je dis, bah ouais, pourquoi? Elle me dit, putain, c'est trop cool, j'ai appris à investir avec toi, tiens la vidéo, machin. Mais vraiment, j'ai des anecdotes comme ça, j'en ai eu quelques-unes. Et là, tu te rends compte de l'impact quand t'apportes de la valeur, de gens qui peuvent être à l'autre bout du monde ou à côté de chez toi, qui te connaissent pas et qui ont appris quelque chose grâce à toi. Tu vois, donc elle suivait pas ma vie, mais voilà. Et même dans l'avion, j'ai un mec, un jour, il se retourne, il arrête pas de se retourner. Je dis, mais qu'est-ce qu'il y a, tu vois? Le mec me dit, bah, j'habite en Australie et j'ai appris à investir grâce à toi dans l'immobilier, tu vois. Et là, même si ça m'a pas rapporté d'argent, parce que c'était pas un client, mais il y a une satisfaction qui est plus élevée que l'argent. Tu te dis, cette personne, grâce à moi, elle a pu apprendre à investir, sécuriser sa famille. Et puis après, tu as des retombées financières, puisqu'elle va en parler. Si quelqu'un veut déléguer, bah, évidemment qu'elle va dire, bah, je connais cette personne-là qui est top. Et là, ça marche, même en termes de business. Mais la satisfaction, je l'ai toujours dit, d'aider des gens à faire des choses, même si c'est pas rentable à très court terme tout de suite, elle est très élevée. Tu as une satisfaction personnelle qui est énorme, quoi, la reconnaissance. Ouais, clairement, genre l'impact que tu as sur les gens, c'est ouf. Et tu le fais à scale, genre une unité de temps que tu mets sur le contenu, tu peux toucher genre infinité de personnes. Clairement. Ça, c'est ouf. Clairement. Vas-y. Ouais, je voulais venir sur un sujet, étant donné que tu fais beaucoup de finances sur tes réseaux. Ouais. Moi, ce que je remarque, c'est que quand on est petit, quand on va à l'école, etc., on n'a jamais eu de cours d'éducation financière. C'est-à-dire que faire une fiche d'impôt, je l'ai jamais fait, d'accord, donc je sais pas faire. Gérer un budget, bon, ça je l'ai appris par moi-même, mais personne ne sait le faire de base. Et c'est pas enseigné à l'école. Est-ce que en France, il y a vraiment un problème avec l'éducation financière? En tout cas, de mon côté, je pense que ouais, genre comme tu l'as dit, collège, lycée, primaire, collège, lycée, à aucun moment on nous a parlé de gérer un budget ou même est-ce que c'était un notaire, c'était quoi vraiment une banque, genre. Je pense que si on a appris ces choses-là, c'est soit dans la sphère privée, soit tu es curieux et tu apprends de ton côté. Mais en gros, normalement, l'école, elle doit te préparer un peu à la vie. Et ce côté de la vie, on ne l'a pas trop préparé. Et je trouve que, du coup, il y a plein de personnes qui arrivent dans la vie active, qui ont des bons revenus, soit qui dépensent trop, et du coup, ils crament tout, soit qu'on l'épargne, mais ils restent sur un compte en banque, ça se fait bouffer par l'inflation. Donc, je trouve qu'il y a une grosse problématique. Je ne sais pas si tu me rejoins sur ça. Ouais, j'étais en train de penser qu'ils viennent de nous annoncer une nouvelle ministre sur la partie éducation, et je crois qu'elle est à gauche de la gauche, donc c'est pas sûr qu'elle ait très envie de parler d'éducation financière, mais c'est dommage, parce qu'en plus de ça, on n'a pas tous la même chance. Tu vois, moi, je viens d'une famille classe moyenne, ma maman est assistante sociale, mon papa a bossé chez EDF, j'ai grandi en province, mais comme j'avais la chance d'avoir une maman assistante sociale et des parents, en fait, elle a vu des dossiers de surendettement, donc elle m'a appris quelque part, attention, je veux surtout pas que tu tombes là-dedans. Okay. Mais ce qui est dur, en fait, ce que j'étais en train de penser, c'est que tout le monde n'a pas cette chance. L'égalité des chances, tu vois. Pour l'école, ça devrait être de dire, même si tu nais dans une famille désolé de ce que je vais dire, de cas sociaux sur la gestion de l'argent, je parle par exemple, avec des parents qui dépensent au casino, qui gèrent mal, etc., bah, tu as la chance que l'école t'apprenne au moins les fondamentaux, et donc que toi, tu puisses suivre un parcours différent. Aujourd'hui, c'est pas le cas. C'est-à-dire que si tu nais dans une famille où on t'apprend tout ça, fine, t'as de la chance, t'es un chanceux. Et si tu nais dans une famille de cassos, financiers, de gestion financière, bah, tu peux pas évoluer, tu vois. Donc, je pense que si un ministre tombe sur cette émission, je conseille de réfléchir à ajouter quelques modules. Il y a de l'éducation civique, c'est hyper important. Clairement. Et je voyais un spectacle l'autre jour d'un humoriste qui se moquait du fait qu'à l'école, on a dans des cours de musique, on a encore des gens qui enseignent la flûte. Et le mec disait, mais qui a envie de faire de la flûte aujourd'hui? C'est un instrument. Alors, il taquinait, il disait que c'était un instrument ridicule. À quel moment tu vas jouer de la flûte dans ta vie, tu vois? À aucun moment.
Et tu vois, on a des cours aussi fous que des cours pour enseigner la flûte, et pourquoi pas? Je veux dire, la musique est hyper importante, hein, je le redis. Ouais. Mais est-ce qu'il faudrait pas avoir quelques modules sur l'éducation financière? Moi, pour rebondir sur le cas de la flûte, j'ai une anecdote, après je repasse sur l'éducation financière. Quand j'étais en 6e, du coup, je pense comme beaucoup de 6e, j'avais des cours de flûte. Et le collège d'où je viens, en gros, la ville... Est-ce que t'es un bon flûtiste alors? Est-ce que t'as progressé? Ah non, je suis vraiment pas bon. Mais en gros, le collège d'où je viens et la ville d'où je viens, c'est la même ville que DJ Snake. Et en gros, ma prof de musique en 6e, c'était sa prof de musique. Et je sais que lui, il avait des cours de flûte et ça le gavait. Et tu vois, le mec, c'est un des DJ les plus connus au monde. Et mec, en cours de musique, je sais qu'en flûte, il foutait rien. Et tu vois, c'est pas parce qu'il a fait de la flûte qu'il a pas fait de la flûte et qu'il était naze en flûte qu'après ça a été l'un des plus grands DJ au monde, tu vois. Et donc, donc c'est bien d'avoir de la musique, même si je pense que la flûte, c'est plus trop d'actualité. Et pour revenir sur l'éducation financière, je trouve que on l'a pas appris à l'école, ça concerne tout le monde. Genre, quel que soit ton cercle social, que tu aies beaucoup d'argent, que tu n'aies pas d'argent, faut que tu apprennes à le gérer. Si tu as beaucoup d'argent et que tu fais n'importe quoi, tu crames tout. Quel que soit ton cercle social, ta religion, bref, tu as forcément de l'argent, de l'épargne, tu payes des impôts, tu veux l'investir. Et en gros, moi, avec mon contenu perso sur mes réseaux, c'est un peu cette problématique que j'ai envie d'adresser, c'est genre permettre à monsieur et madame tout le monde d'être alerte et d'être conscient de qu'est-ce qui existe et qu'est-ce que tu peux faire. Et du coup, un des projets sur lequel je vais aller sur 2024, c'est proposer du contenu plus en détail sur l'éducation financière, aider les gens à mieux gérer leur argent, à savoir investir et à savoir optimiser les impôts. Et je m'étais rendu compte que aussi, l'une des problématiques qu'il y a chez beaucoup de personnes, c'est les questions d'héritage et succession. Parce qu'en gros, dans ta vie, tu construis un énorme patrimoine. Et si tu fais les mauvaises actions, au final, l'État peut prendre une grosse partie. Et il y a beaucoup de leviers que tu peux mettre en place, qui ne sont pas très difficiles, qui permettent de faire réduire la facture. Et du coup, c'est un projet sur lequel... on va en parler. Moi, j'ai une question. Ici, tu sais, c'est un peu... On est vraiment dans une discussion libre. La question, c'est, tu es hyper jeune. Ouais. Donc, moi, si je regarde aujourd'hui ce podcast ou que je t'écoute, je me dis, et c'est un peu ce qu'on se dit de toute façon, quel que soit l'expert qu'on écoute, je me dis, mais ok, quelle est sa légitimité pour parler de finance, quoi. Tu vois, alors j'ai compris que tu as fait Dauphine, machin, etc. Peut-être que c'est la réponse, d'ailleurs, aussi dans ton parcours. Mais à quel moment tu découvres que la finance t'intéresse, même avant tes études? Est-ce que tu viens d'une famille qui a de l'argent, du patrimoine ou pas? Peu importe. Hein. Ici... on est sur Money Talk, il n'y a pas de jugement. Moi, comme je te le disais hors antenne, moi j'ai beaucoup de respect pour les gens qui démarrent, quel que soit leur patrimoine. On a des gens sur le podcast qui peuvent partir de zéro, c'est-à-dire de familles plus ou moins pauvres. On peut avoir des gens sur le podcast qui démarrent de familles plus ou moins riches, voire très riches. Et c'est cool, tu vois, parce que ce qui compte, c'est de démarrer. Je veux dire, que tu sois riche ou pauvre, il y a des pauvres qui sont nés pauvres et qui font rien dans leur vie. Et il y a des gens qui sont nés riches qui font rien dans leur vie. Donc ce qui compte, c'est l'action. Ouais. Quelle est ton histoire à toi par rapport à la finance et qu'est-ce qui t'a donné envie d'aller vers la finance et qui fait qu'aujourd'hui, tu dis, je suis légitime pour lancer ton projet futur ou pour donner des conseils finance? Ouais, en gros, moi je viens de la classe moyenne. Genre, je vais pas dire que je viens des classes les plus défavorisées. Ouais. Je viens de la classe moyenne, genre père commercial, mère comptable, classe moyenne classique. Je viens de banlieue, genre du Val d'Oise. Genre la ville d'où je viens, où DJ Snake vient, du coup c'est le Plessis-Bouchard. Une ville un peu paumée dans le Val d'Oise, à côté d'Anguin-les-Bains-Hermont. Ça, si plus de personnes connaissent. Et donc moi, de banlieue, toute ma scolarité dans le public, j'ai bossé pas mal à l'école parce que j'étais assez un mec compétitif, donc je voulais être le premier partout, tu vois. C'était plus le fait de gagner à l'école plutôt que juste être scolaire. Je voulais juste gagner à l'école. Donc après, j'ai eu des bonnes notes et j'ai pu avoir Dauphine. Et après, j'ai continué à avoir des bonnes notes. J'ai fait des projets entrepreneuriaux. Et c'est comme ça que ça m'a permis d'avoir HEC. Mais tu vois, genre, à HEC, je pense pas être l'une des personnes qui vient des... Genre, il y a pas mal de personnes qui viennent d'une classe sociale plus privilégiée que la mienne. Je viens de la classe moyenne. Et je pense qu'il y a peu de personnes qui viennent de la classe moyenne à HEC. Voilà. Et ensuite, genre, ma légitimité à proposer du contenu. Non, mais qu'est-ce qui déjà t'a fait que tu t'es intéressé à la finance? Est-ce que c'est par hasard? Parce que là, tu parles de ton côté de compétition. Mais c'était déjà sur la finance? À quel moment tu te dis... j'ai envie de bosser dans le domaine de l'argent ou de la finance, du placement, etc. Ouais, mon déclic, genre quand j'avais 15-16 ans, j'ai regardé The Big Short et là, déclic de malade. Genre, déjà, le film est incroyable. Ouais, il te parle de la crise 2008 et comment ça a détruit des milliers de personnes, des milliers d'emplois, et comment il y a quelques personnes qui ont pu l'utiliser à leur convenance. Et en gros, je trouvais ça hyper stimulant intellectuellement, les concepts financiers derrière. Et je me suis dit, c'est là-dedans que je veux aller. Après, spécifiquement où, je ne savais pas trop. Mais c'est là-dedans que je voulais aller. Donc après, j'ai fait Dauphine, puis HEC. Mais donc c'est là où j'ai le premier pic de curiosité. Et ensuite, je me suis formé un peu solo sur Internet. J'ai pu parler à pas mal de personnes.
et j'ai pu un peu taffer là-dedans en stage. Ok. Voilà. Et tu voulais apprendre à gérer tes propres, ton argent propre au début, ou c'était vraiment parce que tu voulais apprendre à faire de la finance? Au début, c'était genre, je savais que la finance, c'est ce que je voulais faire, c'est ce que je voulais faire. Et je sais pas, je voyais des mots compliqués, swap, swaption, je me disais, c'est quoi ce bordel, j'ai envie de comprendre. Et donc au début, c'était un peu fouillis, et plus j'ai continué, plus je me suis rendu compte que c'était plus l'aspect genre gestion de patrimoine, genre gérer l'argent de personnes qui m'intéressait. Parce que quand tu es en banque, en vrai, tu gères pas l'argent de personne, tu gères l'argent d'institutions, et les produits sur lesquels tu travailles, ils sont pas concrets, c'est très abstrait. Alors quand tu fais genre gestion banque privée ou gestion de patrimoine, c'est hyper concret, c'est genre l'argent de vraies personnes. Et gérer tes sous, ça te dit ou pas? Ouais, en vrai, dès que j'ai eu 18 ans, je me suis mis PEA, j'ai tout ouvert, essayé de tout optimiser. Et j'ai trouvé ça cool. Peut-être que tu pourras nous donner des conseils justement pour les gens qui veulent se lancer, puisqu'on essaie aussi de donner des conseils actionnables pour tous les gens qui nous écoutent sur l'ouverture par exemple d'un PEA. Moi j'ai une question. Aujourd'hui, donc tu nous disais 2 activités. Tu as l'activité d'influence, ok. Tu as l'activité d'agence, marketing, liée aussi à la finance, il y a un lien. Combien ça gagne? Et on est sur Money Talk, encore une fois, tu n'es pas obligé de répondre, mais combien ça gagne à peu près chaque activité? Et comment tu arrives à gérer ça en plus de tes études, tu vois? Parce que ça, c'est un truc. Et peut-être, dernière question, est-ce que tu conseillerais à des gens qui nous écoutent, qui sont peut-être étudiants, de se lancer aussi sur des activités en parallèle de leurs études? Ok. Je vais répondre à chacune des questions. Donc, première question, combien ça gagne? En termes de création de contenu, ça dépend des mois. Genre, je vais donner un range, genre entre 5 et 10 pour mon cas. Des créateurs, c'est beaucoup plus, des créateurs, c'est beaucoup moins. Je sais que c'est en général, c'est le top 1% des créateurs qui arrivent à en vivre. Les autres, ils galèrent ou ils ont une autre activité à côté. Donc, en gros, ceux qui gagnent beaucoup d'argent en tant que créateur de contenu influenceur, il n'y en a pas beaucoup. Et c'est uniquement ceux que tu vois sur les réseaux. Bien sûr. Donc, voilà. Et en termes d'agence, nous, on tourne autour des 30K par mois. Donc, l'agence tourne. On n'est pas... Havas, Publicis, qui génère des millions. Mais en gros, on est une boîte qui tourne bootstrap. Et l'agence a 1 an, c'est ça à peu près? Ou 2 ans? 1 an, ouais, quasiment 2 ans. Ok. Tout le monde se paye, on génère des profits, on a des bureaux, tout est cool, genre pas de souci au niveau de ça. Et ensuite, comment tu fais pour gérer une activité entrepreneuriale et étudier? En vrai, je pense que ça dépend. Genre, j'ai commencé avec la création de contenu, ça m'a fait un premier levier pour avoir des clients sur l'agence. Avec l'agence, je me suis bien entendu avec mon associé, du coup moi je gérais la partie commerciale et lui la partie opérationnelle. Du coup, ce qui prend du temps, c'est l'opérationnel. Et moi, je le gère pas trop. Donc ça me permet de combiner à la fois créateur de contenu et agence. Et du coup, agence, je fais des tâches qui prennent pas beaucoup de temps mais qui ont un impact énorme, donc la vente. Et ensuite, qu'est-ce que je conseillerais à un jeune qui souhaiterait, genre, ce serait quoi ma reco vis-à-vis d'un jeune qui aimerait faire un truc plus ou moins pareil? Je dirais, genre, quand t'es étudiant, t'as rien à perdre. En général, tu es chez les parents, tu es backé un peu financièrement. Si tu te foires, tu as encore tes études, tu peux encore prendre un CDI, donc tu n'as rien à perdre. Et je trouve que, en tout cas, moi, c'est la meilleure chose qui me soit arrivée d'entreprendre étant étudiant. Ça m'a ouvert tellement de portes. Genre, c'est waouh. Genre, même HEC, si j'avais pas entrepris, je pense pas que j'aurais été admis à HEC. Genre, le fait que je sois admis à HEC, c'est parce que j'ai créé plein de projets. Et quand je suis arrivé avec le CV, ok, je venais de Dauphine, mais j'avais créé plusieurs projets, plusieurs boîtes qui a généré des sous. Et c'est pas le cas de beaucoup de personnes. Quoi. Ouais, exact. Et en termes d'état d'esprit, qu'est-ce qui fait que tu arrives à combiner les deux? Parce que alors moi, j'ai un parcours, je suis plus vieux malheureusement pour moi, mais j'ai aussi entrepris pendant mes études, pendant mon droit. Et déjà, c'était compliqué le droit. Tu vois, moi, il y avait une sélection de dingue. J'étais dans le public. Enfin, le droit, c'est souvent dans le public. C'est dans le public d'ailleurs. Et à la fac de droit, il y avait des grosses sélections et plein de gens n'arrivaient pas à valider leur semestre. Moi, j'étais au rabais sur le semestre parce que j'investissais du temps sur l'entrepreneuriat à côté. Mais tu vois, j'ai réussi à le faire parce que j'avais cette passion. Et c'est souvent le maître mot aussi sur le podcast. On rencontre des entrepreneurs. À chaque fois, le point commun, c'est la passion. Parfois, il y a des petits déclics ou des choses compliquées qu'on a vécues dans notre parcours qui ont forgé aussi la détermination. Toi, c'est quoi ton histoire par rapport à ça? Est-ce qu'il y a des choses qui t'ont aidé à ne pas avoir envie de lâcher, qui t'ont fait prendre du recul? Je crois qu'on en parlait hors antenne. Dis-nous ce que tu as envie de nous dire, mais qui aujourd'hui font que tu dis je lâcherai pas. Même quand on a des choses compliquées dans le business, et on en a tous, c'est ça de chef d'entreprise, il y a des choses compliquées, mais je sais que je vais aller au-delà et je lâcherai jamais, quoi. Ouais. Moi, il y a 2 éléments qui me disent que, genre, 2 éléments qui font que maintenant, genre, je sais que je peux pas abandonner. C'est pas dans mes gènes. Genre, je peux pas abandonner, je dois continuer, je dois y aller à fond. Donc, premier événement, quand j'avais genre 7 ans, j'ai passé 1 an de ma vie genre à l'hôpital, j'étais hyper malade. Et j'avais une grosse infection au poumon. J'ai fait tout mon CE1 à l'hôpital. Et quand je suis sorti de l'hôpital, je me suis dit, vas-y,
Ouais, j'ai failli mourir, même quand t'es petit, tu t'en rends pas trop compte. Mais quand tu passes 1 an à l'hôpital, tu sais qu'il y a un truc qui cloche. Ouais. Et du coup, après ce moment, je me suis dit, genre, faut y aller à fond, pas de regrets. Et maintenant, avec le recul, genre, ça me donne encore plus faim d'aller à fond, de pas me prendre la tête, de pas overthink et de pas prendre le regard des gens. Genre, de me dire, s'ils pensent ça de moi, ça doit me bloquer. Genre, je m'en fous, j'y vais à fond. Je pense que c'est la première chose que quand j'étais petit, je passais 1 an à l'hôpital. Et deuxième chose, après cette hospitalisation, j'ai fait du foot à haut niveau. Okay. J'étais allé même à Clairefontaine. Après, j'ai arrêté à cause d'une blessure. Après, j'ai fait aussi du badminton à haut niveau. Et j'ai arrêté parce que j'en avais marre. Et un truc que j'aurais kiffé en étant jeune, c'est être sportif de haut niveau, tu vois. Ouais. Et j'ai cette frustration de ne pas y être arrivé. Et du coup, maintenant, je me dis, maintenant, c'est entrepreneuriat. Genre, il n'y a pas on abandonne, il n'y a pas j'en ai marre. Entrepreneuriat de haut niveau. On y va à fond, tu vois. Ok. Et il y a souvent ce point commun avec le sport à plus ou moins haut niveau, mais souvent dans les entrepreneurs qu'on rencontre, ils ont fait du sport en haut niveau. Moi, quand j'avais 20 ans, je faisais de la boxe. Et ça m'a beaucoup appris. Parce que même quand tu perds un combat, t'es dans ton angle, tu te fais taper dessus, mais en fait, tu rends des coups. Et putain, je te jure que moi, le parallèle aujourd'hui que j'ai, là, tu vois, on se bat sur un dossier de reprise d'entreprise, une belle entreprise qui s'appelle Mastéos, qu'on est en train de... On est 2 candidats, tu vois. Et on est face à un mec, face à nous, qui est quelqu'un de brillant, d'entrepreneur brillant, mais qui pèse 100 millions, tu vois. Thierry Vignal. Non, Thierry Vignal, c'est le fondateur de Mastéos. L'autre on apprécie beaucoup. L'autre repreneur en face, c'est une grosse boîte. Et voilà, tu vois, et on croise le fer avec ce mec qui est plus âgé que nous. On sera bien évidemment beaucoup plus gros à son âge. On le salue s'il nous écoute, je le taquine. Mais non, c'est quelqu'un de brillant, tu vois, qui a un très beau parcours. Et on lutte contre lui. Et je sais pas comment t'expliquer, mais moi, j'adore ça. C'est-à-dire que même si demain, je perds sur ce dossier parce qu'au final, il a des fonds illimités, donc forcément, peut-être que c'est lui qui va reprendre. Au moment où on tourne le podcast, c'est pas encore acté. Mais peu importe, tu vois. Le fait d'avoir croisé le fer pendant des semaines, des mois, ça m'a appris beaucoup. J'ai compris comment il réfléchissait. J'ai compris les coups de poignard dans le dos qu'il m'a mis de manière non faire. En tout cas, c'est mon avis et ils savent ils savent que c'est ce que je pense. On n'a pas forcément la même vision, mais pour autant, je les respecte et c'est des gens brillants. Ils sont plusieurs à gérer la boîte aujourd'hui. Mais tu vois, le fait de croiser le fer, d'avoir pris ses coups, d'en avoir donné aussi, dans le business, là, on est dans le business, ça me plaît. 1, tu te sens vivant. 2, t'apprends beaucoup. Et 3, comme tu dis, tu te dis, je ne peux pas lâcher. Donc, si c'est pas ce dossier-là, ça sera un prochain. Et puis, on développe notre boîte. Nous, ce qu'on veut, avant tout, c'est une compétition, mais c'est que notre boîte continue de se développer. Ça a affiné notre vision stratégique pour les 5-10 prochaines années. On a compris beaucoup de choses avec ce dossier. Voilà, donc c'est hyper riche, tu vois. Et ça, toi, tu l'as fait dans le foot, tu l'as fait dans le badminton, mais je suis persuadé qu'il y a des moments où ton corps disait, j'en peux plus, et tu disais, je peux pas lâcher, tu vois. Ouais. Et moi, l'entrepreneuriat, pour moi, c'est ça. Et il me semble que tu as déjà fait quelques rounds avec un boxeur connu, non ? Avec un boxeur connu ? Non. C'est quoi cette anecdote ? Non. Non, c'était pas ça ? Non, on était sponsor avec Investissement Locatif. Non, avec Investissement Locatif, on était sponsor d'un combattant UFC qui s'appelle William Gomis, et qu'on salue, qu'on apprécie beaucoup, et qui nous a entraînés dans ce cadre-là, mais pas que moi, toute l'entreprise Investissement Locatif, parce que c'est l'entreprise qui sponsorise William Gomis. Et donc voilà, on l'aime beaucoup. Mais oui, j'ai essayé de... Pas de reconversion dans l'UFC après. Comment ? Pas de reconversion dans l'UFC après. Mais j'adore, hein. Et tu sais qu'on s'est entraîné du coup avec William au MMA Factory. On sponsorisait William. Avant, on sponsorisait un boxeur de boxe anglaise qui s'appelle Eli Conky, qui d'ailleurs combat ce week-end. Je croise les doigts pour lui. Eli, c'est un peu posteriori puisque le podcast va sortir en décalé. Il combat pour un championnat d'Europe ce soir ou demain soir. On est de tout cœur avec lui. J'ai énormément de respect, moi, pour les sportifs de haut niveau. En fait, on a du respect pour les gens qui font. Tu vois, dans le sport, dans les assos, quoi que ce soit, c'est des gens qui se battent pour un rêve. Et tu vois, ça, c'est un truc, quand j'étais coach en séduction il y a très longtemps, que j'adorais dans mon métier. J'avais plein de clients. Et les clients, en fait, je leur apprenais à faire du marketing sur eux-mêmes. Donc, il y avait des formules un peu magiques que je ne donnerai pas ici. Mais il y avait aussi vraiment un truc, c'est que c'était du marketing personnel. Les gens venaient me voir et moi, je leur posais des questions perso. Je disais, c'est quoi tes passions dans la vie ? Et le mec pouvait me dire, moi, je collectionne les pins, où je fais des tours avec des allumettes. Et mon job, c'était de dire, ok, si on regarde juste le truc sur le papier, c'est pas intéressant. Mais si ton œil pétille quand tu nous racontes ça, tu vas intéresser des gens. Et donc là, en l'occurrence, c'était dans une cadre relation peut-être des femmes. Tu vois, tu peux parler... Moi, des fois, je parle de ma passion pour l'IMO à une fille. Ouais. Elle s'en fout de l'IMO, en fait. Tu vois. Mais elle se dit, putain, quand il m'en parle, le mec a l'air passionné. Ouais. Et ça intéresse les gens. Ce qui est intéressant
au sens large dans la vie, c'est d'avoir des passions. Donc, Manuel, pendant cette date, c'est parler du mois avec je n'ai plus de date. LMNC. Tu le sais, je suis rangé. Tu es rangé. Ceci est un autre sujet. Voilà. Donc, est-ce que tu peux nous parler peut-être maintenant, Nicolas, de ton projet qui est une évolution. Donc, tu as commencé avec l'influence financière, ensuite l'agence pour justement promouvoir ça. Et je crois que tu as un autre projet aujourd'hui. C'est quoi ce projet ? Ouais, exact. Du coup, donc je suis parti de comme tu l'as dit, la création de contenu puis l'agence. Et là, l'autre brique que j'aimerais faire, c'est plateforme d'éducation financière. Parce que comme on l'a dit tout à l'heure, en France, il y a un gros problème. On n'a jamais appris à gérer de l'argent, investir ou optimiser notre fiscalité à l'école. Et c'est un gros pain. Et les gens ne savent pas le faire. Et du coup, ça serait permettre aux gens de gérer leur argent, investir et payer moins d'impôts via une plateforme d'éducation financière. Donc, proposer du contenu qui est à la fois la théorie, mais qu'il y ait aussi le côté que ce soit actionnable. On montre étape par étape comment on fait, via quel outil. Okay. Genre vraiment la chose la plus actionnable. Tu as juste à suivre, c'est un guide complet. Tu fais étape par étape et tu déroules la chose. Et ensuite, comment on souhaite commencer à adresser ce projet ? On s'est rendu compte qu'il y a une des plus grosses problématiques en France, c'est la question de succession, de transmission. Parce que quand tu es assez âgé, tu t'es construit un beau patrimoine en général. Et ce patrimoine, l'État prend une petite part, une part assez importante parfois. Petite. Et tu préférais que cette part, elle aille plutôt à tes proches, plutôt qu'à l'État. Mais il y a pas mal de leviers qui permettent de minimiser ça, de minimiser la facture que tu dois à l'État. Et en gros, c'est tout ce qu'on va présenter dans cette formation. Donc, c'est quoi ? Comment le faire étape par étape ? Qu'il faut contacter ? Donc, vraiment faire un guide complet de tous ces leviers. J'ai vu un documentaire récemment, c'est hallucinant. C'était un oncle qui a voulu céder sa maison à une petite fille, à sa nièce, et l'État demandait, je crois, 50% dessus. Donc, c'est-à-dire qu'il fallait payer 150K sur la maison pour pouvoir récupérer la maison. C'est ouf qu'il y ait des choses comme ça. C'est toujours comme ça. Hein. Ouais. Bienvenue dans le monde réel. Et c'est pour ça que nous, on saisit beaucoup d'affaires de succession, parce que les gens qui bénéficient de la succession doivent payer des taxes. Souvent, ne peuvent pas. Parents proches, je crois, c'est 100 000 € d'abattement. Et après, c'est 20%, il me semble. Ouais. C'est ça ? Non, ça monte à plus. Ça dépend, en fait, là, effectivement, la proximité de la parentalité. C'est des frères, des sœurs, etc. Ouais. D'accord. Mais ça peut monter à 60% si tu n'as pas de lien de parenté. Mais c'est énorme, tu vois. Et souvent, comme tu l'as dit, il y a des gens qui héritent d'une maison familiale, ils doivent la vendre pour récolter le cash et passer à l'État. Ouais, c'est ça. Et c'est marrant que tu veuilles commencer par la partie succession, parce que moi, tu vois, naturellement, je me dirais, pour transmettre, il faut déjà avoir. Donc, mais là, c'est vraiment une question. Pourquoi tu commences pas par la partie gestion et pourquoi tu commences par la partie succession ? Est-ce que c'est quelque chose que toi, tu as remarqué qui intéressait peut-être plus les gens ou qui était peut-être quelque chose de moins documenté aujourd'hui ? C'est pourquoi tu démarrais par la fin, entre guillemets ? Ouais, je pense plusieurs choses. Déjà, j'ai été marqué par ça parce que dans ma famille, il y a eu ce cas, tu vois. Au héritage, il faut vendre la maison de famille pour payer ce que tu dois à l'État. Ouais. Donc, j'ai été marqué par ça perso. Deuxièmement, je pense que c'est une problématique qui est mal adressée. Genre, tu vois, comment investir, comment mieux gérer son budget. Tu avais déjà pas mal de contenu. Peut-être c'est pas parfait, mais tu as déjà plein de choses. Ouais. Sur cette problématique, cette verticale, tu n'as rien. Ou si tu as des trucs, c'est des profs qui ont 60 ans, tu as une vidéo de 8 heures, tu comprends rien, c'est beaucoup trop technique, c'est pas actionnable, tu vois. Et donc, on s'est rendu compte que c'est une problématique que beaucoup de gens ont. Genre, forcément, malheureusement, il y a un jour où tu vas devoir mourir et il y a un sujet de succession. Et c'est très flou, il faut aller voir un notaire. Des fois, tu comprends pas le jargon et tu es dans un flou. Comme dans Les Inconnus. Ouais, exact. Et ça concerne tout le monde, tu vois. Ouais, comme dans La Succession des 3 frères où ils commencent à parler en latin et qui se font des gifs. Okay. Moi, j'avais une question pour des gens qui veulent maximiser leur épargne. Quel conseil tu leur donnerais ? Déjà, maximiser leur épargne, il faut avoir des revenus. Donc, premièrement, c'est essayer de maximiser ton revenu, donc acquérir des compétences. Soit si tu as un salaire, essayer de maximiser tes revenus en négociant mieux ton salaire. Si tu as envie d'avoir encore plus de revenus, faire une activité de freelance. Voilà, parce que si tu es jeune, tu as plus à gagner à avoir un petit taf à côté pour gagner plus d'argent que investir sur les marchés financiers. Si tu investis bien, imagine tu fais 10%, imagine 10% sur 1000 €, ça fait 100 €. Alors que si tu taffes un mois l'été, tu vas te faire 1500 €. Donc quand tu es jeune, c'est toujours mieux de taffer plus pour générer de l'argent. C'est hyper intéressant ce que je dis, parce qu'on voit souvent des pubs pour des formations ou des formations en bourse ou des choses comme ça, où la cible, c'est clairement les jeunes, et ils te disent, même sans capital de départ, même avec 1000 €, investir à partir de 10 €. Mais
concrètement, est-ce que c'est de toi, ton expertise sur la partie finance, est-ce que tu as un peu répondu, mais est-ce que tu penses qu'un jeune qui achète cette formation qui doit coûter 1 000 euros et qui a peut-être 500 euros à investir ou 1 000 euros, est-ce qu'il peut devenir riche avec ça aujourd'hui? Déjà, genre moi je suis créateur de contenu, je prône à fond l'éducation financière et le fait d'investir. Mais je n'ai pas envie de vendre du rêve non plus. Je sais que genre, si t'es jeune, t'as plus à gagner en taffant qu'en investissant. Oui. Mais il faut quand même le faire parce que tu prends la main. Si tu le fais dès tes 18 ans, tu développes l'habitude d'investir, je sais pas, 10, 50 euros tous les mois, c'est pas ça qui va te rendre riche, millionnaire ou autre. Mais c'est l'habitude de le faire. Et quand tu auras des revenus plus conséquents et que tu auras un CDI, tu pourras prendre du levier ou autre, bah là, tu sauras comment faire. Et là, tu feras la différence. C'est plus, quand tu es jeune, prends l'habitude. Est-ce que tu as un autre conseil de ce que doit faire quelqu'un qui a plus de 18 ans? T'en parlais tout à l'heure, en ouverture de compte. PEA à fond. PEA à fond. Après, tu peux expliquer ce que c'est déjà et comment on ouvre un PEA? Ouais, PEA, donc plan épargne action, c'est une enveloppe fiscale qui permet d'investir sur des actions européennes. Tu as quelques tricks qui te permettent d'investir sur des actions non européennes, comme un ETF en Europe qui réplique des actions hors Europe, ou genre des boîtes qui ont une résidence fiscale en Europe, genre Spotify. Et je crois qu'il est côté aux US, tu peux investir sur Spotify alors que c'est pas une action européenne. Bref, donc en général, action européenne sur cette enveloppe fiscale. Ça, tu peux le faire par pas mal de courtiers. Il y a des courtiers traditionnels, Boursorama, Placement Direct, j'ai pas tous les noms, il y a des néo-brokers genre Shares, Trade Republic. Bourse Direct, chez Bourse Direct, c'est pas mal. Qui se positionnent dessus. Et pourquoi faut le faire? Parce qu'après 5 ans de détention, t'es plus imposé à 30% sur tes plus-values, mais 17,2%. Et qui est les prélèvements sociaux et l'IR, donc l'impôt sur le revenu à 12,8%, il saute après 5 ans. Et ça, c'est le point, ce qui compte, c'est le moment d'ouverture du compte et pas le moment d'ouverture d'achat d'actions. Donc le conseil, c'est ça, c'est ouvrez un compte, même si vous mettez un tout petit peu d'argent mais que vous placez rien aujourd'hui, juste pour faire courir le délai de 5 ans. Exactement ça, ouais. Et je pense que si tu as 18 ans, c'est commencer un peu taffer, ouvrir le PEA, et après... Et se former. Ouais, exact. Ok, et donc ta plateforme, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus comment tu vois les choses? C'est quelque chose comme des cours en ligne? C'est quoi l'idée? C'est de l'accompagnement? C'est des cours? Comment ça marche? Yes, donc comment ça sera? Ce sera donc une plateforme vidéo où tu auras plein de contenus actionnables, donc à la fois la théorie et la pratique. Ce qu'on fait, c'est genre de prendre tous les cas de figure. En gros, on veut avoir le maximum de précision et en gros, mère célibataire avec 2 enfants, boum, cas de figure. Genre, t'es célibataire sans conjoint, sans enfant, cas de figure. En gros, de prendre le maximum de cas de figure pour pas te dire ok, c'est plein d'informations théoriques, faut que je fasse encore le tri. Genre, il y a mon cas spécifique, voici tous les cas de figure. Voilà, et aussi je vais ajouter quelque chose qu'on n'est pas conseiller financier, et c'est quelque chose d'important à spécifier. Mais en gros, on passe toute la théorie et on essaie d'apporter aussi l'exécution aux personnes pour qu'ils puissent le faire. Après, la personne est quand même... Donc, une chose importante à mentionner, c'est qu'on n'est pas conseiller financier. On va apporter toute l'information théorique. On va aussi apporter genre qu'il faut contacter, comment ça se passe. Mais après, la personne est libre de faire ses propres choix. Bien sûr. Et ensuite, on aimerait avoir des experts, donc des notaires, des avocats fiscalistes qui font des modules encore plus techniques que nous. On n'aura pas ces compétences-là pour vraiment déjà apporter ce cadre de légitimité supplémentaire. Et que c'est des cas très spécifiques pour les personnes, on peut rediriger ces cas hyper spécifiques à des professionnels qui en font tous les jours. Ok. Ce qui est hyper important sur la transmission, les successions, c'est qu'il faut démarrer tôt. C'est pas quelque chose où on se dit je le ferai juste avant de mourir, parce que si on s'organise à 70 ans, bah c'est mort en fait, on peut plus, parce que tu vois, il y a par exemple, tu parlais Elias des transmissions, tu peux donner 100 000 euros par enfant et par parent tous les 15 ans. Tu vois. Donc ce qui veut dire que si les 2 parents sont vivants, tu peux donner, et que tu as 3 enfants, tu peux déjà donner 2 fois 100 000 par enfant, c'est-à-dire 200 000, c'est ça, hein. Tu me dis, je ne vais pas dire de bêtises, 200 000 fois 3, tu peux déjà donner 600 000 euros tous les 15 ans, tu vois, par exemple. Donc tu peux transmettre à condition de t'organiser à l'avance. Si tu le fais bien évidemment uniquement à 80 ans, bah, tu es bloqué, tu ne pourras pas le faire plusieurs fois, tu vois. Et non, après, il y a des choses à faire. Nous, en matière d'immobilier, tu vois, c'est un peu pareil. Tu mets en place des systèmes qui vont t'enrichir demain, en fait. Et souvent, ce qu'on constate, et je fais un parallèle avec les successions, c'est que les gens le font pas en se disant, bah, aujourd'hui, c'est pas ma problématique. J'ai 25 ans, j'ai 30 ans, 35 ans, 40 ans, 45 ans, 50 ans. La fin de vie semble lointaine, et elle l'est. Tant mieux, c'est tout ce que je vous souhaite. Mais c'est pas pour autant qu'il faut pas commencer à anticiper en amont.
pour justement que demain, il n'y ait pas ces problématiques-là. Ouais, clairement, l'anticipation, c'est genre le maître mot. Et du coup, il y a les donations, comme tu l'as dit, tous les 15 ans. Donc, plus tu le fais tôt, mieux c'est. Ouais. Après, dans l'immobilier, je pense que tu vas connaître mieux que moi, mais tu as tout ce qui va être démembrement. Ça, tu peux faire des choses vraiment pas mal. Tu as aussi avec l'assurance vie, tu peux faire des choses très cool. Et tu crées une SCI aussi pour tes enfants, etc. Ouais, tu as ce levier-là aussi. Bref, tu as pas mal de choses qui existent, mais après, il faut avoir les informations. Et plus tu le fais tôt, plus ça te donne de flexibilité et de marge de manœuvre, quoi. Ok, donc ouvrir un PEA, on l'a dit. Essayer de développer des revenus complémentaires de son travail, qu'on soit étudiant ou pas. Ouais. On n'a pas que tes étudiants sur le podcast. Même si on n'est pas étudiant, on peut très bien aujourd'hui, en tant que salarié, lancer une activité à côté. Hier j'étais avec un cadre chez EDF qui travaille dans le nucléaire et qui était en train de se lancer dans l'immobilier à côté, mais de manière professionnelle, et qui me disait, voilà, je fais mon travail chez EDF et le soir et le week-end, je travaille au lancement de mon activité, ce qui me permet d'avoir la double sécurité. Et ce qui est hyper intéressant aujourd'hui pour tous les gens qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat, c'est qu'en plus, on peut bénéficier du chômage si on a une rupture conventionnelle et donc d'avoir en plus une aide de l'État pour lancer son activité, ce qui est absolument génial. Faut aussi dire ce qui est cool en France et qu'on n'a pas forcément à l'étranger. Donc on a le chômage qui peut même être versé en un an, sur un an, en une seule fois, avec un chômage réduit quand on lance une boîte. C'est incroyable, quoi. Tu peux quitter ton job pour lancer ton projet, bénéficier en plus d'aide financière là-dessus pour voir si ça marche ou pas. Et puis, si demain, votre projet d'entrepreneuriat ne fonctionne pas, vous aurez appris beaucoup. Vous pouvez retourner salarié, créer une autre boîte. Enfin, voilà, il y a une infinité de possibilités. Et aussi, même sur le fait de développer des revenus en parallèle, je sais qu'il y a beaucoup de CEO de boîtes qui ont levé des fonds. Donc, la boîte est toujours pas profitable. Mais le salaire qui se verse, c'est genre les fonds des VC. Ils sont obligés d'avoir des activités de freelance à côté. Ils font des conférences, ils font du conseil. Parce que leur salaire de CEO d'une grosse boîte qui vaut des dizaines, voire des centaines de millions, le salaire des VC, le salaire qu'ils ont de leur boîte, donc qui vient de l'argent des VC, il est pas assez gros, tu vois. Donc même des mecs qui ont des grosses boîtes, ils sont obligés... Vas-y, balance des noms. Non, je vais pas donner, mais des mecs qui ont des grosses boîtes... il a dit que c'était Conto, donc Conto, s'il vous plaît, payez votre CEO. Non, c'est une blague, bien sûr, c'est une blague. Je pense qu'il a dû faire son exit. Je taquine, non, mais bien évidemment. Mais il y a des gros CEO qui font ça, tu vois. Ok. Et c'est vrai que l'activité, même quand on gagne bien, l'activité de... Tu sais, je te mets en difficulté. Hein. Non, je plaisante. Non, c'est une blague. L'activité de conférencier, on le voit avec Oussama Hamar, par exemple, qui fait des conférences à côté. Je pense qu'il n'a pas de problème d'argent et qu'il gagne très bien sa vie. Mais ça te permet quand même à côté de gagner beaucoup. On voit les politiques le font aussi. Ouais. Tu vois des présidents qui ont une retraite, des Nicolas Sarkozy qui à la fois a son cabinet d'avocat, qui a sa retraite de président et qui à côté font des conférences. Je ne sais pas combien ils sont payés, mais sur des sommes très élevées. Tu fais 30K par 100 000, je crois. J'ai vu l'anecdote. Une fois, j'avais vécu 6 mois à Montréal 100 000, et j'ai été à une conf où il y avait Barack Obama et le ticket, je crois, c'était 400K. Et c'était assez bullshit, genre... Il racontait vraiment du vent, tu vois. Mais il a pris 400K. Non, mais de la motivation. Et avec son sourire vrai. Ouais, avec ses petites blagues d'américains. Mais ouais, 400K pour une demi-heure. En même temps, il n'y a rien qui peut générer 400K de valeur en une demi-heure. Ouais, exact. Quel que soit le mec en face. Et qu'il soit une info que tu n'aies jamais vue ailleurs. Ou alors en privé, tu vois. Mais bon. T'as déjà mangé avec Oussama Hamar ? Ouais. C'était en 2021. Quand Oussama il avait son projet NFT avec Sofiane Pamar. J'avais été invité par Oussama dans un château en Picardie. C'était assez lunaire. Mais c'est son château. C'est son château. Ok. Ouais, il a investi dedans. Enfin, j'imagine. C'est comment ça s'appelle cet endroit ? Ouais, il a une villa. Tu me dis que le mec s'est acheté un château. C'est un. Ouais, quand j'y suis allé, il faisait nuit, donc je voyais pas trop, mais c'était. Ça avait l'air d'un domaine, un petit château. Donc c'était en 2021. Donc c'était au moment de la promotion de son collection NFT avec Sofiane Pamar. Donc il m'avait invité, moi, il y avait d'autres créateurs de contenu. Ils nous avaient invité à manger. On a eu un petit concert privé de Sofiane. Donc c'était très très cool. Première fois que j'avais rencontré Oussama. Mais ouais, des petites anecdotes avec Oussama. Je pense que c'était à la période après The Family. Et tu vois, il nous avait accueillis, il était quasiment en peignoir. En vrai, c'était hyper drôle. Et puis même, il a un storytelling de malade. Genre, quand tu te poses avec lui, il te raconte une histoire, il te capte toute ton attention. Et c'est un vrai talent. C'est le domaine d'Ablon, je cherchais le nom. C'est le domaine d'Ablon, il l'a cofinancé en fait. Effectivement, c'est un projet immobilier assez fou. Controversé aujourd'hui parce qu'ils ont des problématiques sur le permis de construire, mais absolument fabuleux dans la réalisation. C'est-à-dire qu'ils ont recréé avec des techniques anciennes, ils ont construit de toutes pièces un domaine ancien. C'est incroyable, tu vois. Donc avec des savoir-faire anciens, le truc est absolument fou, quoi. C'est un projet fou. C'est pas lui qui a mené le projet, il a participé au projet, il a investi dedans parce qu'il y croyait. Voilà. Ok, du coup, anecdote sympa avec Oussama, c'était il y a 2 ans et demi. Ok, donc tu as reçu en peignoir. Cool. Il m'a reçu en peignoir, ouais. Et
Et comme je disais, je pense que c'était après The Family, donc il devait être peut-être un peu sonné. Tu vois, on parlait avec lui, à un moment, il nous dit, ouais, on est en quelle année déjà? Donc, il y avait ça. Une fois, il y avait donc, on arrive devant Oussama, on se présente, salut, moi, Nicolas, il dit Oussama. Après, il y a un pote à lui qui passe devant lui, qui lui dit, ouais, salut, je m'appelle Hugues. Et le gars, il dit Oussama. Le gars, Hugues, il va à droite. Après, il se rend compte que pour aller au château, il faut repasser devant Oussama. Donc, il repasse devant Oussama. Et 5 secondes après, Oussama, il fait, salut, je m'appelle Oussama. 5 secondes avant, il avait déjà. Ouais, il était dans un autre projet, quoi. Ouais, exact. Ouais. C'est ouf. Mais petites anecdotes marrantes. Souvent, les entrepreneurs ont tellement l'esprit à 15 endroits en même temps que t'es un peu dans la lune, quoi. Ok, cool. Ok, donc on a retenu la partie influence, on a retenu la partie agence de pub. Moi, ça m'impressionne qu'à 24 ans, et je le disais en off, et c'est sincère, je vois, c'est pas tout le monde, mais plein de jeunes qui font des trucs de dingue, quoi. Tu te dis, à 24 ans, tu as une maturité, tu vois, tu as créé déjà ces 2 boîtes, tu sais où tu veux aller sur ton prochain projet d'entrepreneuriat, tu crées finalement un écosystème complémentaire. Est-ce que tu veux nous donner des conseils pour des gens qui veulent se lancer? On en a déjà donné pas mal, mais qui se diraient, j'ai une idée, j'ai une expertise, alors pas forcément dans la finance, et qui aujourd'hui hésiteraient à passer à l'action. Qu'est-ce que tu leur dirais à ces gens-là, qu'ils soient jeunes ou moins jeunes, encore une fois, je le redis, qui se disent, j'ai un job où je suis étudiant, je veux me lancer, mais au fond, j'hésite pas, j'hésite et qui repoussent systématiquement. Qu'est-ce que tu leur dirais? Ouais, je pense que le frein pour beaucoup de personnes, c'est le regard des autres. S'ils ont peur d'échouer un projet, c'est la peur de se dire que les autres, lui, il est nul, il n'a pas réussi. Donc pour lutter contre cette peur, et parce que je l'ai eu aussi, c'est de me dire, dans 100 ans, je serai mort, plus personne ne va se souvenir de ce que j'ai fait ou de ce que j'ai pas fait. Donc, il faut que j'y aille à fond, il faut que j'apporte le maximum de valeur. Et de toute façon, dans 100 ans, dans tous les cas, il y aura. Dans 100 ans, on sera dans 100 ans. Donc, ça va se passer, c'est sûr à 100%. C'est sûr à 100%. Donc, faut y aller à fond, pas de regrets. De toute façon, dans 100 ans, je serai mort, personne ne va s'en souvenir. Donc, tu vois, c'est un levier fort. Et en vrai, je me dis que ce que j'ai fait il y a 5 ans, il y a très peu de choses qui ont un impact vraiment sur ma vie de tous les jours. Donc, ce que je fais aujourd'hui, il y a très peu de choses ça aura un impact dans ma vie dans 5 ans. Et si je fais dans 100 ans, il y aura 0 impact. Donc, je vois les choses un peu comme ça. Ok. Et après, pour mettre le pied à l'étrier, commencer un projet entrepreneurial, du coup, qu'est-ce que tu conseilles sur de la micro-action? Micro-action, en soi, il faut faire des choses. Il y a pas mal qui repoussent le fait de vraiment faire des choses en lisant plein de livres, en suivant plein de formations, mais au final, il faut se jeter, tu vois. Et même si, au début, ce que tu fais, ça sera mal fait, ça sera brouillon, tu feras plein d'erreurs, au final, c'est ce qu'il faut faire. Il faut faire la première étape, comme quand on parlait tout à l'heure de commencer à investir, même à partir de 10 €. Ok, ça va pas te rendre millionnaire, mais au moins tu prends l'habitude, et tôt ou tard, ça va te servir. C'est le fait d'avoir pris l'habitude. Et je pense que c'est pareil sur les projets entrepreneuriaux. Il faut commencer. Moi, comment j'ai mis le pied à l'étrier, c'était en créant du contenu. Tu te rappelles de ton premier poste ou pas? Non, mais si c'est pas le cas, c'est pas grave. Hein. Si, je crois. Mais au début, je parlais de plus contenu business ou des astuces en ligne. Ouais. Et je crois c'était quoi? C'était une astuce sur Google Sheets. Rien à voir. Okay. J'avais fait 400 000 vues. Wow. C'était Google Translate. Tu mettais de français à anglais. Ouais. C'était une formule sur Google Sheets. Et c'était nul. Mais au moins, je me dis, putain, il y a de l'attraction. On va pousser. Ouais. Mais je pense que c'est de se jeter dans l'inconnu et se dire qu'en vrai, c'est la voie à faire. Il faut le faire. On dit souvent, fait est mieux que parfait. Exact. Parce que surtout quand on est entrepreneur ou qu'on a un mindset d'entrepreneur, on est souvent hyper perfectionniste. Et moi, le premier. Et des fois, c'est frustrant parce que tu te dis, là, c'est pas parfait, donc je sors pas le truc. Moi, je vous conseille de le sortir même si c'est pas parfait. Ça vous permettra de l'améliorer. Ça vous permettra d'apprendre aussi des erreurs. Tu disais, commencer à investir même à 10 €. Il faut faire des erreurs. Que ce soit en immobilier, en investissement, dans l'entrepreneuriat, dans des assos. On apprend de ces erreurs. Tu vois, je disais tout à l'heure, on croise le fer avec quelqu'un qui va peut-être remporter le deal parce qu'il est beaucoup plus gros que nous. Il nous a planté un couteau dans le dos. Je le salue. En tout cas, c'est comme ça que je le vis. C'est pas grave. J'ai appris. Et je n'ai aucun regret, même du temps. Je pourrais me dire, j'ai perdu du temps sur ce dossier. Non, ce temps n'est pas perdu. Vous ne perdez rien en entrepreneuriat. Vous apprenez et ça vous servira pour plus tard. Donc, même des choses où on croit qu'on n'a rien appris, qu'on n'en a rien tiré, ça va vous conditionner à agir différemment sur le coup d'après. Puis sincèrement, tu veux être à la première personne dans ton histoire ou tu veux être à la troisième personne? Ouais. Enfin, il faut être honnête quand même. Après, il y a souvent une question un peu d'ego de l'entrepreneur, j'ai envie de faire les choses, je peux pas abandonner. Je pense pour beaucoup, l'ego c'est un facteur de motivation. Je sais pas si pour toi ça l'a été ou ça l'est. Ou... Bien sûr, toujours. Ouais, je pense. Non, je pense que là, je réfléchissais, je me dis peut-être un conseil, c'est si vous ne faites pas de sport de haut niveau, essayez d'en trouver un. Pas forcément au niveau, vous n'allez pas devenir, parce que vous le décidez là en ayant écouté le podcast,
devenir un sportif de haut niveau, mais essayez vraiment de vous inscrire dans un sport qui vous plaît et d'aller plus loin, de vous challenger en fait. C'est ça le truc, de vous challenger en vous disant moi c'est le badminton ou autre chose, ça peut être ce que vous voulez, je vais aller plus loin et je vais essayer de performer, de m'améliorer. Parce que en fait ça va vous apprendre, et vous pouvez le faire en parallèle du reste, ça va vous apprendre à vous dépasser avec votre corps. On est quand même des êtres charnels au final, cérébraux mais aussi charnels, et à aller plus loin sur le côté physique. Je trouve que ça t'apprend aussi à ne pas abandonner ce qu'on disait tout à l'heure. C'est un concret, hein. C'est concret de faire du sport plutôt que d'être derrière un ordinateur tout le temps. Donc franchement, faire du sport, c'est une bonne passerelle pour l'entrepreneuriat parce que tu es dans le concret. Et quand tu vas entreprendre, finalement, t'es déjà dépassé physiquement. Clairement. Tu veux te dépasser sur un sujet qui va t'apporter des sous, qui va t'apporter quelque chose pour de vrai. Donc franchement, c'est super intéressant. Et, il faut le faire. Il faut le faire. Ouais. Je trouve que c'est un muscle, genre créer des projets, le développer, genre c'est un muscle, tous les jours tu le cultives, tous les jours tu l'améliores. Et au final, genre, t'as des serial entrepreneurs qui créent que des grosses boîtes, boîte après boîte, parce qu'ils ont développé à fond ce muscle. Et je pense que une bonne manière de commencer, ça peut être le sport, mais en fait, c'est juste faire des choses. Plus tu fais de choses, plus t'es bon en exécution, t'enchaînes, plus ton muscle de l'entrepreneuriat et de l'exécution, il va être meilleur, quoi. Ok, donc je vais essayer de récapituler. Vous nous avez écouté, vous ouvrez aujourd'hui un PEA. Vous allez sur n'importe quelle banque en ligne. Je vous mettrai un lien. Un lien d'affiliation avec un code promo. Comme ça, je vais gagner 10 €. Et franchement, c'est le début de la richesse. Vous ouvrez un PEA aujourd'hui, comme ça, le délai commence à courir si vous n'en avez pas encore ouvert. Exact. Vous commencez à vous former et à investir des toutes petites sommes pour apprendre l'investissement en bourse. Et vous verrez le lancement de Nicolas, on le relaiera bien évidemment pour que vous puissiez voir son école financière. Vous vous inscrivez à un sport pour vous dépasser si vous ne l'avez pas encore fait. Vous mettez la première pierre de votre projet entrepreneurial, que vous soyez salarié, étudiant, déjà entrepreneur. Si vous n'êtes pas passé à l'action, vous passez à l'action avec des petites actions. Ça peut être poster votre première vidéo sur Instagram autour d'une niche d'experts. C'est ce qu'a fait Nicolas il y a quelques années. Ou lancer une boîte ou essayer de trouver un client, quel que soit le service. Qu'est-ce qu'on pourrait leur conseiller d'autre, Nicolas ? Je pense qu'il faut avoir une vision de long terme. Genre, souvent, on surestime les gains à court terme et on sous-estime les gains à long terme. Alors que si on se dit, je suis dans ce marathon sur 10 ans, c'est sûr à 100% que tu gagnes. Genre, si sur 10 ans, tous les jours, tu te bats à fond, tu optimises tout, tu donnes ton 100% sur 10 ans, c'est sûr que tu gagnes. Sur un an, je suis pas sûr, mais sur 10 ans, tu es sûr de gagner. Ouais, mais à l'inverse, je suis entièrement d'accord avec ça, mais à l'inverse, il faut commencer par des petites actions. Ouais. Tu en parles toujours des petits pas, parce que le problème, c'est que moi, je vois plein de gens que je rencontre, même dans l'immobilier, qui me disent putain, Manuel, t'as créé un patrimoine de malade dans l'immobilier et tout, et ils voient que le résultat, tu vois. Ouais. Ils disent, mais moi, je pourrais jamais acheter machin. Et en fait, ce qu'ils voient pas, c'est que j'ai commencé par un achat. Tout le monde a commencé par un achat, ou tout le monde a commencé par un post sur les réseaux, perdu un post qui était probablement pas du tout au niveau de ce que tu fais aujourd'hui, et on s'en fout. Ou par essayer de créer un PPT pour vendre quelque chose, tu vois. Et moi, ce que je veux vraiment que les gens fassent, c'est qu'ils fassent ce premier pas. Exact. Qui appellera le deuxième, etc. Parce que regarder trop loin, comme tu disais, c'est toi Elias qui disait ça, je crois, qui disait, non, c'est toi Nicolas, qui disait on regarde des livres, on se met dans des formations, et finalement on se dit, c'est bon, je suis passé à l'action, j'ai acheté cette formation. Ouais. Et en fait, la formation, on la regarde pas ou on la met pas en pratique. Exact. Je préfère quelqu'un qui regarde pas la formation, mais qui met en pratique, qui fait des erreurs et qui apprend. Après, il faut se former, bien évidemment. Dis-moi, est-ce que tu aurais des personnalités, des entrepreneurs à suggérer à ceux qui nous regardent, qui sont inspirants Ouais, moi je suis pas mal de l'école Bootstrap. Genre ma vision, c'est j'ai fait création de contenu, j'ai fait une agence, là une entreprise de formation, et après j'aimerais créer une boîte produit, mais tout ça en Bootstrap. Ouais. Et un entrepreneur que j'admire pour cette même vision, c'est Guillaume Houbèche, qui a fait le groupe L'Empire. Donc dedans, il y a Lemlist, et je pense que c'est la boîte pour laquelle il est plus connu. En gros, c'est le logiciel de cold emailing. Ils font 20 millions d'ARR, et il a fait full Bootstrap. Donc ça, gros respect pour lui. Et il vient de faire un exit. Il a fait un exit, ouais. Il y a un an, je crois. Ouais, je crois qu'il avait pris 10M. Ouais, je crois peut-être même plus, je sais plus. Plus, ok. Non, enfin une grosse somme. Ok, gros respect pour lui, parce que full Bootstrap. C'est un ancien d'HEC aussi, il avait fait quelques projets, il avait galéré, après il a fait ça a pris. Gros respect pour lui. Deuxième entrepreneur, c'est pas l'école Bootstrap, mais un entrepreneur dans lequel je me reconnais un peu, c'est Alexandre Pro de Conto. Ancien HEC, boîte fintech, plus grosse fintech en France, une des plus grosses licornes en France, 4,5 milliards de valo. Donc incroyable. Et troisième entrepreneur, après lui, il est vraiment mainstream, c'est Musk. Et Musk, parce que genre, je kiffe ça. La capacité de travail qu'il est prêt à endurer, genre 120 heures par semaine. Il dormait dans son bureau. Hein. Ouais. Genre, tu vois, quand j'avais fait de la banque d'affaires, le fait de faire des gros horaires, ça me dérangeait pas, mais c'est juste de faire des trucs chiants. Et genre, moi, je suis prêt à me faire des semaines de 120 heures sur beaucoup d'années, genre à la Musk.
Il y a un côté se faire mal dans le business aussi. Ouais. Quelque part, un peu comme dans le sport. Ouais, exact. Mais tu sais que tu le fais pour toi, genre pour ta vision, pour l'impact que tu vas avoir, genre. Donc pour Musk, plus sur le côté genre acharné de travail et qu'il y a eu les résultats. Donc on invitera ces trois personnes dans le podcast et j'espère que Musk viendra. Musk viendra, ouais, bientôt. Et voilà. Ok, bah écoute, en tout cas c'était un plaisir de t'avoir. On a appris plein de choses, t'as partagé ton expérience. Ah, peut-être je t'ai pas posé une question, c'est concernant ta plateforme que tu veux lancer sur la finance. Exact. Comment ça s'appelle ? Exact. Ça sera Educash, ça sera disponible soit dans quelques semaines, ça dépend de la date de sortie du podcast, soit dès maintenant. Donc si c'est déjà sorti, on vous mettra les liens en description. Merci à tous d'avoir suivi l'épisode Money Talk. Vous retrouverez tous les liens pour suivre Nicolas sur les différents réseaux et son nouveau projet Educash directement en lien dans la description. On espère que l'épisode vous a plu. Pensez à vous abonner, bien sûr, à la chaîne Money Talk, à relayer à vos amis qui peuvent s'intéresser au sujet de motivation, entrepreneuriat et qui veulent suivre des parcours inspirants. Vous retrouverez les différents liens de Nicolas sur les réseaux pour le suivre et de son nouveau projet Educash directement dans la description juste en dessous. Pensez également à nous mettre des commentaires si ça vous a plu, si vous avez des questions à poser à Nicolas ou à nous poser et nous dire en commentaire si vous êtes d'accord avec ce qui a été dit. On se retrouve dans un prochain épisode de Money Talk. À très bientôt sur les différents réseaux Money Talk. Ciao.